Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Nicole Bryant, la directrice de Sciences Po Executive Education, et c'est un véritable plaisir que de vous accueillir ce matin à Sciences Po, dans le fameux amphithéâtre Émile Boudny. Alors, nous nous réunissons ce matin pour une conférence dont le sujet semble avoir piqué au vif votre curiosité, et ceci en témoigne le nombre de places qui sont bien remplies, ainsi que le nombre important des personnes qui nous suivent via le live stream et que je salue également. Le sujet des intelligences au pouvoir fait écho à l'actualité et à la volonté en France, mais aussi à l'international, de repenser la formation de nos dirigeants. Il y a actuellement une réelle réflexion autour des compétences et des qualités qui devraient posséder nos leaders. Et donc, il nous semblait tout à fait naturel et logique à Sciences Po Executive Education de nous pencher sur cette question en initiant ce matin un débat qui reflète l'état d'esprit de notre maison et de nos programmes de formation. Alors, je vais profiter de ces quelques minutes devant vous pour vous présenter rapidement Sciences Po et son Executive Education. Alors, Sciences Po est une université de recherche internationale que beaucoup connaissent, mais peu savent que Sciences Po a vu le jour en 1872 et son objectif d'alors est de former de nouvelles élites et de produire des savoirs modernes pour une France nouvelle. Et 150 ans plus tard, en 2019, elle n'a pas perdu de vue cet objectif et elle est encore et toujours une institution en mouvement qui n'a cessé d'innover, de bousculer les modèles et de former des esprits libres, qu'ils aient 18 ans ou 20 ans comme en formation initiale, ou 40, 50 ou plus comme en formation continue. Des esprits donc capables de changer le monde et puis de transformer la société. Au sein de cette institution, Sciences Po Executive Education est la direction qui élabore des programmes de formation qui répondent aux enjeux actuels et à venir des cadres, des dirigeants et de leurs organisations. Et ainsi, chaque année, ce sont plus de 4000 professionnels qui viennent se former à l'Executive Education de Sciences Po. Alors, les présentations dorénavant faites, je souhaite profiter du temps qui me reste pour remercier chaleureusement les intervenants présents ce matin. Alors, Hélène Beauvais, docteur en sciences de gestion, experte en organisation et conduite du changement. Dr Pierre Chareston, qui représente la communauté médicale en Île-de-France. Et Valérie Godard, directeur écosystème et culture pour l'innovation chez Engie. Je tiens à vous remercier chaleureusement tous les trois d'avoir libéré du temps de vos agendas et d'être présents ce matin. Et last but not least, je tiens aussi à remercier tout particulièrement Eric Jean Garcia, professeur affilié à Sciences Po Executive Education et directeur de notre Executive Master spécialisé Trajectoire dirigeant. Eric Jean qui a permis cette conférence, qui a réuni ce prestigieux plateau et qui animera avec talent, j'en suis sûre, ce panel ce matin. Merci, cher Eric Jean, pour ton engagement. Alors, je ne serai pas plus longue, je vous souhaite une très belle matinée à toutes et à tous, et je vous dis à très bientôt, j'espère, à Sciences Po. Merci beaucoup, Nicole. Merci Nicole. Merci aux invités, évidemment, à Hélène, Valérie et Pierre, que vous allez découvrir un peu plus en détail dans un instant. Et je tiens aussi à remercier la communication de l'Executive Education, qui fait un travail formidable en organisant ce type de rencontres. Voilà, alors, avant d'interroger nos invités, alors je vais faire un petit signe à la régie pour passer les slides. Avant d'interroger nos invités sur les formes d'intelligence qu'ils jugent importantes à mobiliser et à développer dans les organisations, je voudrais passer avec vous un instant, vous donner quelques mots pour introduire cette notion polysémique par excellence qu'est l'intelligence. Alors le sujet, il est vaste, et face à l'ampleur de ce sujet et à la littérature dédiée à l'intelligence, on est un peu comme un moustique dans un camp de nudistes. On ne sait pas par où commencer. Bon, essayez quand même d'identifier quelques pistes de réflexion qui n'ont pas la prétention ici de faire le tour de la question, vu le temps limité qui nous est donné.
Alors d'abord, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que l'intelligence humaine? Donc ce n'est pas une question anodine à l'ère de la mondialisation et de la révolution numérique où la frontière entre la communication interne et la communication externe dans les entreprises n'a jamais été aussi fine. La parole devient très vite publique, elle est scrutée par un nombre toujours plus grand de commentateurs, et tout ça grâce à la montée en puissance d'Internet, des réseaux sociaux, et ce que certains appellent l'externalisation de leur cerveau, ce petit objet, qui permet une hypercommunication ou le grand brouhaha médiatique où n'importe qui peut dire à peu près n'importe quoi sur n'importe quel sujet à n'importe quel moment, en étant n'importe où, dès lors qu'il a du réseau, et où, plus que jamais, l'intelligence des uns ressemble à de la bêtise pour les autres. Donc, l'intelligence est un sujet plutôt contesté, mais il n'est pas contestable d'en parler. D'après les chercheurs en neurosciences cognitives, les premières formes d'intelligence apparaissent avec la vie sur Terre. On dit que c'est d'abord et avant tout une capacité d'adaptation à un milieu. Et cette capacité d'adaptation, au départ très primitive, a évolué avec l'émergence des êtres multicellulaires que nous sommes. Chez nous, elle est devenue de plus en plus sophistiquée, objet de nombreuses études et source de grandes controverses, notamment sur la façon dont se développe l'intelligence, sur l'importance de l'inné par rapport à l'acquis, et sur l'influence de ce que certains appellent le capital social. D'abord, et encore un peu étudié comme un phénomène mécanique, la recherche nous montre que plus on découvre de choses sur l'intelligence et plus on apprend qu'on sait peu. Il faut dire, comme aimait à le souligner le prix Nobel de physiologie Gérard Edelman, qui était biochimiste et immunologiste, que le manteau cortical tout ridé du cerveau humain comporte environ 30 milliards de cellules nerveuses ou neurones et 1 million de milliards de connexions. Ce n'est pas rien. D'ailleurs, on ne cesse d'enrichir cette question de l'intelligence humaine. Dans les années 70, c'est l'américain psychologue Howard Gardner qui démontre que l'intelligence humaine est multiple. Il n'y a pas une forme d'intelligence chez les individus, mais des formes d'intelligence, et il rajoute un S au mot intelligence. Et dans son livre... Non, on recule. Dans son livre The Frame of Mind, qui a été publié chez Odile Jacob sous le titre « Les formes d'intelligence », il identifie d'abord 7, puis 8, puis 9 formes d'intelligence. Des travaux qui lui permettent de critiquer l'éducation prodiguée dans un certain nombre de pays, et notamment la France, en disant, dans certains pays, et notamment chez nous, une importance excessive est donnée à ce qu'on appelle l'intelligence linguistique et l'intelligence logico-mathématique. L'intelligence logico-mathématique, vous le connaissez, c'est ce fameux QI qui est représenté par cette infographie qui montre la répartition de la population face aux résultats du test de QI, test psychométrique qui donne une indication logico-déductive qui se construirait jusqu'à l'adolescence. Il paraît qu'après, on peut faire à peu près ce qu'on veut, on n'arrive pas à faire bouger de façon significative le résultat à ce test. Et les scores au QI sont utilisés pour prédire les résultats scolaires, l'adéquation à certaines tâches, mais ils ne garantissent pas de prédire la réussite professionnelle. Je dis en passant sur le QI que j'ai lu il n'y a pas longtemps que les Français auraient perdu 1 point de QI en 2017. Je ne sais pas s'il faut s'en inquiéter. Dans les années 80, c'est Daniel Goleman, le fameux Goleman, qui est psychologue et qui développe et conceptualise cette notion d'intelligence émotionnelle qui les fera évoluer sous le concept d'intelligence sociale. C'est la connaissance de soi, le self-control, l'empathie, l'aisance sociale, l'intelligence politique, bref, il affirme que cette intelligence émotionnelle est plus importante que le QI pour réussir professionnellement. Donc c'est pas rien. Mais cette vision des choses est évidemment soutenue, la limite du QI dans la réussite professionnelle. C'est l'image de David Perking, un prof d'Harvard, qui disait « Le quotient intellectuel, un quotient intellectuel élevé, c'est comparable à la taille d'un joueur de basket, ça aide, mais ça ne garantit pas qu'on va marquer les paniers. » Alors aujourd'hui, on est à l'ère de ce que certains appellent la post-vérité, lorsque les faits objectifs influencent moins l'opinion que les appels aux émotions, aux convictions et aux croyances personnelles.
Pour le dire autrement, le marché des émotions a plus que jamais le vent en poupe. Et la littérature sur l'intelligence émotionnelle continue de faire recette à l'heure où on parle. Mais depuis les années 90, d'autres travaux ont été faits sur l'intelligence, mais ont moins le vent en poupe, et c'est notamment les travaux de Keith Stanovich, un Canadien, qui s'intéresse à quelque chose qu'on pourrait appeler l'intelligence contextuelle, où l'intelligence n'est pas ce que mesurent les tests, mais ce qui échappe aux tests, n'est-ce pas? Alors, on va en profiter pour faire un test. Est-ce que vous voyez dans les noms qui vous sont... Non, là, vous... Bon. Ben, allez-y. On a sauté des... Allez-y, passez. Bon, je voulais vous faire un test, mais là, c'est raté mon effet, parce que on vous met la photo. Je mettais les noms et je vous demandais qu'est-ce que tous ces noms ont en commun. Et ils ont en commun le fameux Bernard Madoff. Vous savez, cet escroc américain qui... alors, il aurait joué avec plus de 65 milliards de dollars, été condamné à 150 ans de prison. Mais tous ces gens-là, tous les gens... pourquoi il me passe les slides? Vous pouvez revenir avant, s'il vous plaît? Merci. Tous les gens qui sont là, Elie Wiesel, Steven Spielberg, John Malkovich, etc., sont des gens qui sont a priori très intelligents. Comment se fait-il que des gens très intelligents se fassent avoir, si on peut dire, avec la fameuse technique de Ponzi, qui est la technique qu'utilisait Madoff pour escroquer ses clients? La réponse que propose Stanovich, c'est que ces personnes manquaient de ce qu'on pourrait appeler l'intelligence rationnelle des situations, c'est-à-dire ils font preuve de pas ou peu ou pas assez d'engagement intellectuel dans certains échanges à certains moments, ils font preuve d'une certaine inflexibilité cognitive, ils ont besoin de conclure rapidement, d'arriver rapidement à une décision, ils font preuve d'une certaine persévérance dans leurs croyances, un excès de confiance en soi et une certaine insensibilité à l'incohérence des arguments qui leur sont présentés. Voilà qui donne toute sa dimension à la pensée d'une personne célèbre qui s'appelle Jean Piaget et qui disait « L'intelligence, ce n'est pas ce que l'on sait, mais c'est ce que l'on fait quand on ne sait pas ». D'ailleurs, certains dirigeants se plaisent à relativiser la rationalité logico-déductive des décisions et des business plans en disant que ce qui caractérise le rôle d'un dirigeant, c'est d'abord et avant tout sa capacité à improviser, c'est-à-dire à décider dans des univers incertains. Voilà des choses qui ont du mal à rentrer dans les tests psychométriques. Mais l'intelligence, c'est aussi de la curiosité et une certaine capacité à douter. En tous les cas, c'est ce que modestement on essaye de prodiguer dans les programmes de l'Executive Education de Sciences Po. La curiosité de regarder ailleurs, de se déplacer, de sortir de la fameuse caverne de Platon, et le doute non pas comme une fin, mais le doute comme un moyen pour permettre de penser critiquement, c'est-à-dire mettre en évidence les biais et les idéologies qui sont inhérentes à toute analyse ou pratique de la vie sociale organisée. Il ne s'agit donc pas de douter par principe, car comme le disait Raymond Poincaré, douter de tout ou tout croire sont deux solutions très commodes qui, l'une et l'autre, dispensent de réfléchir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et je vous propose maintenant de passer à la table ronde, de recevoir nos trois invités et d'explorer avec eux ces questions d'intelligence, comment ils vivent dans les organisations qu'ils fréquentent. Valérie, Hélène et Pierre, merci de me rejoindre. On a des micros qui sont branchés, oui. Alors, Hélène Beauvais, donc, qui est chercheuse, consultante et sociologue des organisations. Ensuite, Valérie Godard, donc, qui travaille chez Engie, qui s'occupe notamment du People Lab. Elle va nous en dire un mot dans un instant. Et Pierre Charestan, donc, qui est médecin urgentiste, d'abord et avant tout, mais aussi donc, président de commission médicale d'établissement, pour le dire simplement. Il représente la communauté médicale au sein de son établissement. Je n'ai pas beaucoup de son. 1, 2, 3. Vous m'entendez?
mais aussi il œuvre pour représenter la communauté des présidents de commissions médias d'établissement sur l'Île-de-France. Ça va? J'ai bien... Bon, tu pourras améliorer si tu le souhaites. Alors, on va peut-être commencer. Vous pouvez prendre chacun un micro, hein, en vérifiant que ça fonctionne bien. Donc, on va avoir un échange là pendant environ 45 minutes, et puis après, nous prendrons quelques questions dans la salle. Donc, n'hésitez pas à préparer quelques questions. Une personne passera dans la salle avec des micros pour que vous puissiez interroger nos intervenants. Ça va? Alors, Valérie chez Engie est allée à l'initiative de quelque chose qui s'appelle Engie People Lab, qui réunit des gens de communautés donc très différentes. L'objectif, c'est juste d'inventer le monde de demain. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot sur la nature de cette initiative? Avec plaisir, déjà. Vous m'entendez? Ça marche bien, ça commence bien. 1, 2, 3. On va tout tester. Celui-là, peut-être? Là? Allô. C'est mieux? Très près. Là? Là, voilà, il faut le coller. Ok, c'est très impressionnant, toutes ces intelligences dans la salle. Si vous voyez d'ici, il y a beaucoup de monde. Bien, donc effectivement, je suis à l'origine avec l'université Engie de la création de ce qu'on appelle ce Engie People Lab. Pourquoi et comment? J'ai envie de dire, au final, c'est très simple. Chez Engie, on est dans une transformation majeure, comme beaucoup de grands groupes dans lesquels il y a des transformations technologiques, humaines, j'en passe et des meilleures. On est quand même 150 000 personnes présentes dans 50 pays, avec un monde de l'énergie qui s'inverse complètement et pour le meilleur, puisqu'on passe dans des solutions dites décarbonées, plus propres et plus digitalisées. Donc dans ce contexte-là, et c'est bien dans ce contexte-là, nous nous sommes dit qu'il y avait quelque chose de très intéressant à faire, à opérer, à regarder, et ça Isabelle Kocher l'a vraiment encouragé, qui est de dire cette entreprise doit rentrer en conversation avec elle-même, en conversation avec l'externe. Et donc nous nous sommes dit qu'il y avait, je vous raconte finalement cette expérience-là, bien entendu des business units traditionnels et tout à fait bien organisés et managés, mais également l'émergence de communautés particulièrement actives, des communautés très variées, engagées différemment, mais qui pulsent beaucoup. Donc la communauté des femmes, la communauté des jeunes, la communauté de ceux qu'ils se sont appelés les managers 3.0, les techniciens, les spécialistes de la photo, enfin bref, en tout cas, il y avait beaucoup de communautés au ressort presque associatif. Et donc nous nous sommes dit, c'est une force incroyable, et commençons à travailler avec ces communautés, au moins une dizaine d'entre elles, qui également sont connectés à l'externe, font de la veille sur les tendances qui arrivent chacune dans leur domaine, sont des relais aussi d'explications pédagogiques et d'influence, et sont surtout un gisement incroyable d'innovation parce qu'elles sont diverses. Et c'est partant de ce principe que nous avons inventé, donc avec l'université Engie et mon comparse Nicolas Roland, ce Engie People Lab, qui est destiné à tous les représentants des communautés Engie volontaires qui ont envie justement de proposer des idées pour inventer ce monde meilleur de demain, puisque c'est ce que nous essayons tous de chercher, ce progrès. Et donc tous les 2 mois, ce think tank se réunit avec jusqu'à 150 personnes, donc vraiment issues d'une douzaine de communautés variées, mais également leurs communautés amies et sœurs de l'extérieur, c'est-à-dire que nous invitons également des étudiants de plein d'entités différentes, des startups, des journalistes, des ethnologues, et nous réfléchissons sur l'éducation. Qu'est-ce qu'un grand groupe peut faire de mieux dans l'éducation? Sur l'inclusivité. Qu'est-ce que c'est qu'un campus inclusif quand on va créer un campus demain? L'économie circulaire. Quelles sont vos idées? Bref, j'en passe et des meilleurs. En tout cas, pour vous dire qu'au bout d'1 an, on a engagé pas moins de 950 personnes. On a des listes d'attente incroyables. On a une diversité vraiment de comportements, de métiers, d'âge, d'expérience folle, et donc des intelligences multiples qui nous permettent une fidélisation, une oxygénation, une accélération aussi du business, pour lequel nous sommes vraiment très contents, et on a même missionné une ethnologue pour nous aider à objectiver tout ça, et les premiers rapports sont assez passionnants. Voilà, j'ai essayé de le faire de façon courte. Merci beaucoup Valérie. Alors je vais poser une petite question à Hélène, une question à chacun pour que vous entendiez le son de leur voix, mais aussi voir aussi un peu comment ils appréhendent ce sujet. Alors la question que j'ai envie de poser à Hélène, c'est quoi les spécificités du sociologue? Quel regard porte le sociologue sur cette question d'intelligence, des intelligences à l'œuvre dans les organisations? Alors déjà, ça marche? Mais bien, là c'est prêt. Faut le coller, ok. Même en collant, je crois. Est-ce que vous m'entendez au fond? Oui? Non, hein? Je vois des noms. Ouais, bah vous êtes... Au fond. Ceux qui sont au fond, vous entendez Hélène? Vous entendez?
Bon, je vais parler plus fort, faire comme si j'en avais pas. Alors déjà, ce que font les sociologues, c'est surtout pas... Enfin, commencer par ne pas répondre à la question qui est posée. Donc on a un peu le sens de la contradiction. C'est une blague, mais c'est pas tout à fait une blague. La question posée, quelle forme d'intelligence pour les entreprises aujourd'hui et demain? En fait, la sociologie des organisations, tout du moins, hein, puisque moi je suis sociologue des organisations, ne se pose pas la question dans ces termes-là. Son job, c'est pas de prescrire en fait des formes d'intelligence adaptées ou non, bien qu'on puisse avoir un regard sur cette question. C'est beaucoup plus d'expliquer en fait comment les différentes formes d'intelligence émergent dans le monde de l'entreprise. Et donc, on n'aura pas ce regard individuel et prescriptif normatif, on aura plus un regard qui tient à l'ADN. Donc, je ne sais pas, certains d'entre vous dans la salle font de l'éducation, executive education, de la formation continue. Ceux qui en font le savent, on reconnaît assez facilement une boîte, hein, rien qu'au comportement de ces cadres. On n'a pas toujours besoin de savoir qui est dans la salle et quel public on a. Aux formes de comportement, on sait assez facilement les identifier. Parce que les entreprises génèrent en fait des comportements qui leur sont propres, et du coup ça nous amène à prendre énormément de distance par rapport aux spécificités individuelles qui est l'approche habituelle des formes d'intelligence. Donc le point de vue du sociologue sur l'intelligence dans les organisations est de dire comment on peut faire émerger ces formes d'intelligence et comment elles sortent. Qu'est-ce qui fait que certaines entreprises présentent des comportements récurrents plutôt que d'autres et que leurs cadres adoptent des postures récurrentes plutôt que d'autres. Voilà. L'intelligence est liée à la notion de posture, à la notion d'attitude? Non. Alors, non, je ne le dirais pas comme ça. Oui, enfin, ça dépend si on prend un regard psychologique ou pas. Le sociologue, il observe les comportements, donc les manifestations concrètes de la rationalité. Donc, voilà. Ok. Mais on définit l'intelligence ou pas? Ou c'est un terme qui... non. Non. Quand Crozier écrit la crise de l'intelligence? Oui, mais d'une autre manière. D'accord. Blagueur, hein. Le blagueur. Il faut... Enfin, la vision de Crozier, c'est pas du tout... c'est une vision des sociologues et d'une partie des psychologues. C'est la rationalité de l'acteur. Mais c'est pas la même chose, sans doute, que la question qui était posée, qui était, elle, plutôt prescriptive, me semble-t-il. Ok. Pierre, à l'hôpital. Bon, l'hôpital, c'est une institution complexe. Il y a beaucoup de corps constitués, beaucoup d'intérêts en jeu, des vies en jeu, des intérêts publics, privés, où se mélangent émotions, techniques, savoir, une communauté médicale qui détient l'autorisation d'exercer, etc. Dans ces univers-là, est-ce qu'il y a des formes d'intelligence qui prospèrent et d'autres qui sont à proscrire? Alors tout d'abord, merci beaucoup de cette invitation. Je suis vraiment honoré et un peu mal à l'aise, mais je vais être à l'aise. Vous inquiétez pas, je suis urgentiste, donc ça va venir. Non, mais bon, la question est complexe, évidemment, puisque l'hôpital est complexe. Et je voudrais prendre un tout petit peu de temps pour expliquer, peut-être, vous ne connaissez pas trop le système dans lequel on travaille à l'hôpital, mais je pense que c'est important de planter un petit peu le décor pour savoir un petit peu comment nous, on fonctionne. Effectivement, donc on est dans un univers, une entreprise qui a ces formes très particulières qui ne correspondent pas, je pense, aux formes classiques du fonctionnement des entreprises, de par sa gouvernance, son management, les relations entre les usagers, les patients et les professionnels, entre les professionnels, entre eux, et entre les professionnels et les politiques du coin, du dirigeant qui est nommé par le ministère de la Santé. Enfin voilà. Donc je voudrais... j'ai perdu mon truc, désolé. Donc je voudrais partir de tous ces éléments-là, très rapidement. Ça va prendre peut-être un petit peu de temps, je suis désolé, mais je pense que c'est important. Donc au niveau de l'hôpital, il faut savoir que c'est le premier employeur d'une localité, enfin d'une circonscription. Voilà. Donc pour le maire, l'élu du coin, c'est quelque chose de très important
sur le plan électoral. Juste pour avoir une idée, combien de personnes travaillent dans un hôpital en moyenne? Alors, ça dépend évidemment de la taille des hôpitaux, mais moi je représente les hôpitaux d'Île-de-France, donc nous on est sur des hôpitaux de volume à peu près de 1500 à 4000, 5000 employés. Des communautés médicales en moyenne aux alentours de 300, 400, 500 médecins. Moi je travaille dans le 93, à Aulnay-sous-Bois. Dans mon hôpital, on est 2000 et 400 médecins. Voilà. Donc, à l'hôpital, c'est une entreprise, mais c'est une entreprise de soins. Alors, le problème dans le soin, c'est qu'on est dans l'empathie, on est dans le don de soi, on est dans préserver, guérir. On est sur des éléments et des valeurs extrêmement fortes et des valeurs auxquelles on est tous attachés. C'est basé par une relation de confiance, avant tout. La confiance, puisque en tant que médecin, je sais tout sur vous, voilà, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous vivez, toutes les souffrances que vous avez, toutes les joies que vous avez. Et cette relation-là, elle est quand même assez exceptionnelle. Et vous avez besoin de cette confiance. Moi, j'ai besoin aussi de cette confiance de l'autre côté pour qu'on puisse travailler ensemble et avancer. Mais dans cet environnement, on est aussi dans une question de maîtrise, dans une question d'excellence, dans une question de garantie par l'État, parce que je suis soigné, mais il faut que je sois soigné de manière excellente, par des professionnels super bien formés, que le professionnel de santé lui-même sait que sa formation, elle est peut-être excellente, mais qu'elle va être difficile, qu'il fera peut-être aussi des erreurs dans son exercice. Et le patient le sait aussi, puisqu'il a aussi ses exigences. Il est de plus en plus dans la connaissance, par les réseaux sociaux, vous avez parlé, par Internet. Il sait aujourd'hui que l'information qui est donnée par le professionnel, il va la vérifier. Moi, j'ai démarré il y a 25 ans, il n'y avait pas Internet. Donc, pour aller chercher un article scientifique de médecine, on était obligé d'aller à la BIOM, la bibliothèque de médecine, pour aller chercher l'article et chercher pendant des heures pour le trouver. Aujourd'hui, je clique et j'ai l'article. Mais cet article, en plus, il est donné à tout le monde, donc aux patients en particulier. Donc le patient, aujourd'hui, il arrive avec une demande très précise et il sait que je ne peux pas lui raconter n'importe quoi. Et il va me dire, j'ai mal à la tête, faites-moi un scanner ou faites-moi une IRM. Et je dis, bah oui, mais ça ne marche pas comme ça. Oui, mais j'ai lu que. Et donc, il va falloir que je justifie. Alors, c'est très intéressant, parce que voilà, on a changé vraiment de monde. Avant, moi, je pas énormément non plus d'exercice, 25 ans, mais quand même, on avait des citoyens qui venaient, qui demandaient rien et qui acceptaient. Et aujourd'hui, le citoyen vient et il demande, et il veut l'excellence, il veut la perfection. Et j'ai lu qu'aux États-Unis, il y avait le dernier article qui donnait cette information. Est-ce que vous savez faire ça? Si vous ne savez pas, mais je vais aller à l'étranger le faire. Là aussi, quelque chose qui voilà. Je continue. Hein. Encore 5 minutes. Encore 5 minutes. Le médecin, c'est aussi une population d'élite. On se considère voilà, au-dessus un petit peu de tout, puisqu'on est aussi sur des valeurs humaines très très fortes. Bon, je le dis parce que c'est vrai que la problématique que nous avons aujourd'hui, c'est que moi je suis représentant des médecins au sein de mon hôpital et puis au niveau régional et puis secrétaire au niveau national. Mais c'est vrai que la difficulté pour nous, c'est qu'on bascule de ce côté soin simple à la question du management, et à la question de la gestion, de la gouvernance, puisqu'on nous a projeté il y a une dizaine d'années à occuper la 2e place de l'entreprise hospitalière. Et on nous dit, voilà, vous allez travailler avec votre directeur,
sur les finances, l'efficience, les plans de retour à l'équilibre, le PRD, enfin, voilà, des trucs qu'on n'a jamais appris à l'école. Et d'ailleurs, on ne nous demande pas non plus d'être formé pour aller sur ce terrain-là. Donc je réponds en même temps à la question sur l'intelligence, puisqu'on se considère, nous, très intelligents. Mais l'intelligence, comme tu l'as dit, il ne suffit pas d'être un grand pour mettre des paniers. Donc l'intelligence, il faut qu'elle s'accompagne aussi de la pratique. Et nous, on le sait très très bien dans notre pratique médicale, et c'est ce qu'on travaille pendant des années, l'apprentissage très 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 important. Sauf qu'on considère que, malheureusement, pour l'instant, que le management et la gestion, c'est secondaire. Et que ce n'est pas forcément quelque chose qui est, entre guillemets, noble. Voilà, donc ça, c'est problématique au niveau des relations que nous avons avec les uns et les autres. Les soignants, de façon générale, à l'hôpital, gèrent au quotidien, j'en fais partie, hein, les soignants, c'est les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, tout le personnel, gère au quotidien des problématiques de la vie de tous les jours, les problématiques de la société, des problématiques de violence, de colère, de racisme, de détresse psychologique, de suicide, mais aussi de joie, de mort, de naissance. Et vous avez tout ça dans la même journée. Vous prenez 3 heures, vous venez avec moi pendant 3 heures aux urgences, vous allez voir mais des milliards de choses en 3 heures. Ça part dans tous les sens. Et il faut qu'on soit toujours prêt pour donner le meilleur de nous-mêmes et pour la meilleure qualité de soins et sécurité pour nos patients. Mais c'est un sujet qu'on va traiter tout à l'heure sur les erreurs et comment à partir des erreurs, on peut arriver à avancer, puisque ça fait partie vraiment intégrante de notre système. Un petit mot sur le dirigeant qui a un profil assez classique aujourd'hui. Ça ne l'était pas il y a peut-être 30 ou 40 ans, mais aujourd'hui c'est très classique. Ils viennent tous d'ici, de cette prestigieuse école, pratiquement tous. Il n'y a pratiquement aucun médecin, ou 1 ou 2 en France, qui sont devenus directeurs d'hôpitaux. Ce sont des directeurs qui sont nommés par le ministère de la Santé, par le ministre, avec une feuille de route très précise, imposée pour appliquer la politique de santé. Et le médecin et les soignants, ils ont d'autres valeurs, on en a parlé tout à l'heure, c'est comment cohabiter ces deux mondes ensemble pour qu'ils construisent ensemble quelque chose pour le bien de tous. Donc c'est un petit peu ça la difficulté que nous avons dans notre pratique au niveau de l'hôpital. Donc ce qui est, juste pour, je finis donc pour répondre à la question de l'intelligence, c'est une intelligence forcément collective. L'intelligence individuelle, elle est essentielle sur le plan technique, c'est-à-dire que moi j'ai besoin évidemment du meilleur chirurgien qui a la meilleure capacité, voilà, meilleure intervention, meilleure publication, qui est puissant sur la recherche. Mais ça c'est sur le plan technique, mais sur le plan organisationnel et sur le plan du fonctionnement collectif, enfin global. Là, on a besoin de toutes les intelligences. Et ces intelligences-là, c'est l'intelligence de l'aide-soignante, qui est là, une simple personne qui est là pour parfois juste faire le lit, changer le patient. Mais c'est une relation qu'elle va entretenir avec le patient, une relation humaine tellement forte qu'elle va mettre le patient en confiance, qu'elle va le protéger de ce monde très brutal, très dur, dans lequel il se retrouve, et qui va transmettre aussi des informations d'une importance cruciale aux professionnels médicaux, enfin aux professions médicales qui vont suivre, pour pouvoir donc ensemble travailler. Voilà. Donc pour moi, c'est une intelligence absolument collective qui a besoin d'être maîtrisée à tous les niveaux sur le plan technique. Donc là, il faut des process, il faut des procédures extrêmement claires,
partager, discuter. Et les hauts et les bas sont partagés par tous. Et ce n'est pas l'affaire d'une personne ou de deux, c'est vraiment le collectif. Et le dirigeant de l'hôpital doit faire partie aussi de ce qu'on vit au quotidien auprès des malades. Voilà. Ok, très bien. Donc, en écoutant, c'est marrant, en écoutant ce que dit Pierre, on entend en creux. Tu n'étais pas endormi. On entend en creux. Non. On entend en creux ce qu'on entend en sociologie des organisations, à savoir tous les acteurs ont du pouvoir. Oui. Hein, cette idée. Alors juste avant de repasser la parole à notre sociologue, une petite question à Valérie sur l'intelligence collective. Est-ce que le mélange des profils et des communautés produit toujours de l'intelligence collective ? Écoutez, en ce qui nous concerne, on considère que oui, parce qu'à partir du moment où vous mettez 2 personnes ensemble, 100 personnes ensemble, 150 personnes ensemble, d'abord elles apprennent ensemble, elles se découvrent ensemble et elles créent forcément quelque chose. Donc je suis pas une adepte des citations, mais il y en a une que j'aime beaucoup, d'Anaxamore, qui disait finalement l'intelligence c'est de remettre un petit peu d'ordre là où il y a du désordre. Et je trouve qu'en tout cas nous c'est ce qu'on observe au quotidien dans ces People Labs. Et j'ouvrirai sur une autre chose, je rebondis sur ce qui a été dit par mon voisin, c'est le mot-clé confiance. Donc c'est un peu éloigné de la question, mais il n'en demeure pas moins que nous, ce qu'on observe dans ces People Labs et dans ces créations d'intelligence collective, c'est un sentiment augmenté et renforcé de confiance. Confiance dans l'organisation, confiance dans le collectif, confiance en soi. Et dans ce monde qui est si complexe, nous on le voit vraiment à la maille de notre immense organisation, la confiance en soi, elle est majeure. Donc les soft skills, à savoir mes compétences dites hard et mes compétences dites soft, pour nous c'est le yin et le yang, l'un ne va pas sans l'autre. Donc c'est majeur, on le développe dans toutes les possibilités de learning qu'on peut avoir, y compris dans le People Lab, mais dans plein d'autres dimensions. Et c'est pour ça qu'on encourage le mélange des genres. Nous, on va recruter des gens de toute école. Donc on est ici à Sciences Po, et je suis une ancienne, j'adore Sciences Po, mais on va mélanger les publics. On travaille avec l'école 42, on travaille avec les Gobelins, on travaille avec les Compagnons du Devoir. Bon, bref, on a de l'or dans les mains. Donc ça, c'est quelque chose d'assez fabuleux. Ça développe la confiance, ça développe la curiosité, ça développe le doute, et ça développe surtout la prise de solutions dans un monde, effectivement, dans lequel beaucoup cherchent des repères. Les seuls repères, ils sont en nous. Et quand les gens ont compris ça collectivement, on a fait des grands pas pour l'individu et pour la société. Et donc on peut faire quand même rattacher la confiance à la question de l'intelligence dans les organisations. Absolument. En disant, une forme d'intelligence dans l'organisation serait d'être en capacité de créer cette fameuse confiance, de créer les conditions de la confiance. Absolument. Puisqu'elle ne se décrète pas bien. C'est exactement ce qu'on a observé. Je vous parlais tout à l'heure d'une ethnologue qui a observé ça. Elle a dit c'est exactement ce qui se passe quand on réunit les gens. Alors on l'a fait de façon physique, hein, c'est ce que je vous racontais avec nos 950 personnes engagées dans 8 réunions physiques sur des thématiques pour ensemble avoir la confiance du monde de demain. On l'a fait aussi de façon virtuelle parce que du coup ça marchait tellement bien qu'on s'est dit tiens on va ouvrir une grande consultation qu'on a appelée Imagine 2030 qui ne sont pas du tout des enquêtes d'engagement qu'on fait par ailleurs et que les grandes organisations font, mais là on a dit on ouvre au collectif digitalement et dans 14 langues le pouvoir d'essayer d'inventer ensemble, individuellement, par communauté ou avec votre manager, le monde de demain et les solutions qu'on peut y apporter, les problèmes qu'on voit au quotidien. Ça a cartonné. Faire de l'intelligence collective en prospective, on ne l'avait jamais fait. Sur 150 000 personnes, on a eu 40 000 contributions et 170 idées majeures qu'on est en train de déployer et qui ont servi de base à notre nouveau plan stratégique. Donc ça augmente résolument la confiance, vraiment. J'ai une question en t'écoutant, je me dis effectivement, alors tous ces gens qui participent à People Lab, etc., c'est sur leur temps de travail. Absolument. Est-ce que c'est pas un projet de luxe pour des entreprises riches versus d'autres entreprises qui n'ont peut-être pas les moyens d'investir dans de tels dispositifs? Est-ce que à la question, c'est est-ce que finalement il faut du temps et de l'argent ou des ressources en tous les cas pour pouvoir lancer ce genre de choses et est-ce que vous êtes entre guillemets, est-ce que ce que tu fais chez Engie, tu pourrais le faire dans n'importe quelle entreprise? Alors d'abord, qu'est-ce qu'une entreprise riche? Je pose la question et on pourrait passer nos chiffres en débat pour y répondre. Très honnêtement, j'ai envie de dire aussi, c'est perdre du temps pour en gagner. Et c'est ce que l'on dit au quotidien, c'est-à-dire que d'abord on ne perd pas du temps, enfin en tout cas c'est ce qu'on peut dire à certains managers, on peut le faire partout. Moi j'ai pas mal de PME qui viennent me voir aujourd'hui, qui me demandent finalement comment ça a marché, les recettes, pas le fait qu'on soit dans une grande organisation. C'est quoi les recettes? C'est du temps, c'est des gens qui ont envie, c'est un sujet à traiter ensemble, c'est des solutions qui sont largement écoutées.
comment dirais-je, entendu par la direction générale et les managers, donc il n'y a aucun problème pour le faire ailleurs. Moi, j'observe que ça se fait pas mal, également dans d'autres grandes entreprises, effectivement. Donc nous allons d'ailleurs essayer quelque chose. On a lancé une coalition avec BNP et Danone, qui sont des secteurs très différents, mais nous allons mettre ensemble nos communautés pour essayer de trouver ensemble des solutions sociétales à impact, comme on dit, mais en tout cas c'est ce qui nous motive, c'est ce qui motive nos salariés, c'est ce qui motive nos managers, c'est ce que demandent les clients et ce que demandent beaucoup les jeunes. Donc on va travailler ensemble à essayer d'inventer des solutions multiples, et évidemment que cette coalition est ouverte à d'autres types d'entreprises plus ou moins grandes, mais très honnêtement c'est pas un frein, parce que le People Lab vous le faites dans la journée, tout comme vous iriez en formation, vous pouvez le faire le soir, enfin tout est adaptable, c'est perdre du temps pour en gagner, et encore une fois on ne perd pas son temps. Très bien, merci beaucoup Valérie. Alors Hélène, de ce que tu entends là, j'ai vu que tu grattais des choses sur ta feuille. T'as envie de dire des choses? Ouais, bah ça c'est un peu une maladie, je note tout. Voilà. Alors oui, moi j'ai noté des choses parce que je suis très intéressée par ce qu'on a entendu, en particulier ce qu'a dit Pierre et Valérie dans un second temps. Tout à l'heure, je vous disais qu'en fait les sociologues ne s'intéressent pas aux formes d'intelligence qu'il faut, mais à la manière de les faire émerger. Et dans les témoignages qu'on vient d'avoir, là on a quelques clés de lecture qui sont les approches, qui sont les clés de lecture qu'utilisent les sociologues. Alors, le premier point, sur le comment, ce qui est intéressant de regarder, c'est comment les contextes vont forger ou vont faire émerger certains types de comportements qu'on peut qualifier avec toutes les formes d'intelligence que tu nous as présentées préalablement. Comment les contextes vont influencer l'émergence de certaines aptitudes plus que d'autres dans les organisations. En fait, si je prends l'exemple de l'hôpital, par exemple, tout à l'heure, on entendait, l'hôpital, c'est un monde d'empathie ou don de soi. Ça fait partie des valeurs de la profession. L'empathie, c'est une bonne question. L'empathie, on l'a ou on l'a pas? Alors, on peut avoir une approche sociologique et se dire, on a des penchants plus ou moins forts pour certaines qualités, par exemple l'empathie. Et puis, il y a des mondes et il y a des milieux qui les encouragent et d'autres non. Alors, dans une autre vie, j'étais consultante dans un grand cabinet qui avait une vision assez élitiste, mais c'est le cas de tous les mondes de l'élite, et le secteur médical l'est aussi, qui avait une vision assez élitiste de sa profession. On était les meilleurs, les plus brillants, c'est un peu ce qu'on nous biberonnait à ça hein, quand on a été recrutés. Et donc on nous infusait une haute opinion de nous-mêmes. Mais pour être digne de cette haute opinion de nous-mêmes, il y avait un parcours qui était très sélectif. C'est le cas de Sciences Po, parcours très sélectif. Desquels peu sont honorés de pouvoir sortir avec succès. Donc le corps médical est dans ce type de situation, les cabinets les plus sélectifs aussi, McKinsey et autres, et les grandes écoles. Et donc ces situations-là vous mettent en posture d'être le meilleur et donc de donner énormément de vous-même. Le point, c'est qu'après, est-ce que dans ces environnements-là, alors je pense que le monde médical est un peu différent, parce qu'il y a l'éthique du métier qui fait qu'on est dans la relation. Mais après, imaginons que vous restez dans ce grand cabinet-là. S'il faut vous être dépassé, être le meilleur, comment allez-vous pouvoir développer de l'empathie envers vos pairs qui ne sont pas capables de s'en sortir dans des situations de stress très fortes et d'une certaine manière, si vous vous montrez trop empathique dans votre management vis-à-vis des jeunes consultants, alors vous serez considéré comme faible. Donc vous avez beau être empathique, il y a des univers qui les libèrent et qui ne les libèrent pas. Donc les organisations prennent la matière humaine que nous sommes et nous transforment, ou en tout cas font émerger des choses de nous-mêmes, qui font libérer des choses de nous-mêmes, ou au contraire les restreignent. Inversement, je pense que vous avez tous dans votre entourage et dans votre expérience professionnelle connu des cadres ou des collaborateurs extrêmement brillants, très intelligents. Moi, un de mes premières interviews qui m'a beaucoup marqué, parce que ça fait quand même quelques années, vous imaginez, hein, donc pour vous dire, c'était chez Renault, Lille-Seguin. J'interviewe un ouvrier d'usine. Et le type me dit, je parle 5 langues. Et je lui dis, mais vous faites quoi? Et il me raconte son histoire. Et il me dit qu'il est venu d'Afrique du Nord, bon, peu importe. Et que donc, en fait, il est chez Renault, à la chaîne, et que Renault ne lui offre évidemment pas d'opportunité de carrière, ou en tout cas, il le vit comme ça.
Et donc, ce type brillant qui parle 5 langues se réalise à l'extérieur de son métier. Vous connaissez tous des gens comme ça. Donc lui, il était syndicaliste. La frustration professionnelle est un fort berceau du syndicalisme actif. Dans votre entourage, vous connaissez tous des gens qui sont en situation de retrait et qui s'investissent énormément, par ailleurs, président d'association, maire ou que sais-je encore. Donc tout ça pour dire que le regard du sociologue, c'est de se dire qu'est-ce que l'organisation va fabriquer à partir de la matière humaine et qu'est-ce qu'elle va libérer ou pas comme possibilité d'énergie, de réalisation et de comportement. Dit autrement, et maintenant je reviens sur ta question crosiérienne tout à l'heure, qu'est-ce qu'on dit, que dit la sociologie de l'intelligence? Crozier dirait les acteurs sont rationnels, donc ils sont intelligents. Donc c'est un postulat de base, a priori, on est tous d'accord là-dessus, en général on est moyennement intelligent, on a vu la belle courbe de Gauss là, à peu près. Donc on est grande masse dans la moyenne, quelques-uns un tout petit peu au-dessus. Voilà. Et donc les gens sont intelligents et en fait, dit autrement, les 2-3 exemples sur l'empathie ou sur l'engagement. Ces 2 exemples-là peuvent se traduire autrement. Nous nous adaptons à notre contexte. Donc tu disais dans ta présentation tout à l'heure, l'intelligence et l'adaptation. Nous nous adaptons à nos contextes et les organisations créent des contextes. Et donc, à partir du contexte qui est le nôtre, nous allons développer des comportements, des stratégies, dirait Crozier, pour atteindre les buts qui sont les nôtres. Et ça va faire qu'on va développer des comportements et des formes d'intelligence plus ou moins, selon qu'elles sont rationnelles ou pas dans le monde qui est le nôtre. Alors, je vais sortir maintenant, peut-être prendre des exemples plus business qui vont parler aux entreprises. Et à la banque, puisqu'on a parlé de la BNP tout à l'heure. Tiens, comme je suis une ancienne banquière, je connais un peu le monde bancaire aussi. Prenons les commerciaux. On dit les commerciaux doivent avoir des qualités d'intelligence qui font partie des listes que tu as montrées, d'empathie ou à tout le moins d'écoute de l'autre, donc fait partie de l'empathie, être capable de se mettre à la place du client, de percevoir ses besoins, avoir quand même un peu d'audace, donc prise de risque, être même opportuniste, on va dire, hein, parce qu'il faut saisir l'opportunité à partir du discours du client. Et puis, on va pas dire le don de soi, mais bon, à moins d'être commercial one-shot et vendre un divan, en général, ce sont, par exemple, chez Engie, des relations durables, hein, et dans la banque en particulier aussi. Donc, il faut être capable aussi de développer un sens de la relation client, une qualité, un peu comme on le ferait dans l'hôpital, sens du relationnel. Ça, c'est les qualités d'un commercial. C'est des formes d'intelligence aussi, on va le dire autrement. Prenons 2 banques. Une qui a eu un gros traumatisme financier suite à une violation d'une interdiction de commerciale avec une grande puissance et qui donc a une énorme amende à payer, et une autre qui n'a pas encore eu ce problème, qui l'aura peut-être ou qui l'a eu après. Donc cette première banque, le commercial se trouve dans un contexte où, pour éviter que ça ne se reproduise parce qu'elle n'a pas été loin de la faillite, cette banque, elle développe un dispositif de conformité très puissant. Donc vous savez ce que c'est que la conformité ? Ce sont des règles qui vont vous permettre de vérifier, enfin ce sont des règles et des processus, des dispositifs formels extrêmement plus ou moins riches selon les situations et les organisations, qui vont vous permettre de s'assurer que les individus au sein de l'organisation ont des comportements en accord avec la loi et en accord avec les règles internes ou la loi externe ou internationale. Donc, procédure. Ça exige donc de respecter un certain nombre de principes dans la relation client. Alors, vous êtes tous clients de banque, donc si vous déposez un chèque un peu gros, inhabituel, vous risquez d'être appelé par votre plateforme pour vous demander d'où viennent les fonds. Voilà, ça c'est un exemple de dispositif de conformité. Dans une banque qui a vécu un gros traumatisme de ce genre, l'exigence qui peut très bien arriver, c'est que le patron se dit plus jamais ça. Si ça m'arrive encore une fois, je fous la clé sous la porte. Et donc, la conformité devient inflationniste dans le dispositif. Imaginez le patron d'une activité maintenant, de gestion de fortune par exemple, qui a des gros clients, qui posent des gros fonds, qui sont à l'étranger, à l'international, parfois dans des pays dont on a quelques doutes. Exotique. Exotique, voilà. Comment peut-il faire du commerce dans cette situation ? Vous allez avoir alors une incitation à ces commerciaux de ne prendre aucun risque, donc de ne plus être dans l'écoute du client, dans l'opportunisme,
mais plutôt être dans les respects de la règle, donc ce qu'on appelle la bureaucratie en sociologie des organisations, le monde de Weber. Voilà, donc respect des règles. Voilà, ça c'est un cas de banque, une banque qui a un traumatisme. Je vous donne un autre cas. Dans une autre banque, qui par contre va gérer son activité commerciale avec des campagnes commerciales rythmées. Donc janvier, c'est le mois de l'épargne, en général c'est comme ça que ça se passe. On doit faire le crédit habitat, si je me souviens bien, au printemps, c'est là que les gens déménagent. Et puis on va faire l'assurance à la rentrée parce qu'on achète une nouvelle voiture. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Donc crédit auto et assurance à la rentrée, voilà. Donc c'est rythmé. Tous les mois, il y a des campagnes commerciales. Là, j'ai toujours besoin d'avoir un client, un commercial qui est à l'écoute, qui a de l'empathie et qui est opportuniste. Eh bien, vous allez voir dans ce cas-là un commercial qui va avoir un autre travers. Il ne va pas être dans le respect de la règle, comme on l'a vu dans le cas 1. Il va être dans le respect de la campagne du mois, cas 2. Et donc, il ne sera toujours pas dans l'écoute, ce gars-là. Il sera dans l'opportunisme mais pas dans l'écoute. Donc je pense que dans la salle, certains peuvent sourire. Il vous est peut-être arrivé de dire à votre banquier « Ah ouais, j'aurais besoin de changer de carte parce qu'elle ne me permet pas de faire ceci ou cela. » Il n'a pas rebondi et vous a proposé une assurance. Bah, c'était le mois de l'assurance. Donc tout ça pour dire que... Voilà. Et puis, d'autres cas où dans d'autres banques ou dans d'autres univers, peut-être la même, mais avec d'autres types de management, où on ne bâtonne pas la campagne commerciale du moment, où on laisse le commercial faire, alors vous aurez des bons opportunistes, et j'en ai rencontré quand j'étais banquière, qui vont noter sur leur calepin tout ce qu'on leur a dit sur « il a des enfants qui vont faire des études, il veut s'acheter un bateau, celui-là ça va, ou plutôt il veut faire de l'épargne pour les petits, etc. » C'est un peu plus la moyenne des gens. Il note tout sur son calepin et quand la campagne du mois arrive, il va prendre son téléphone, il va appeler. Lui, il est dans la relation client, c'est-à-dire qu'il ne va pas vous vendre ce que vous ne voulez pas, mais il va vous vendre ce qu'il a détecté. Alors, il aura réussi à jouer avec le système. C'est la rationalité d'acteur. Donc, certains qui ont eu l'habitude d'avoir une relation durable avec leurs clients peuvent résister aux incitations des organisations, mais la plupart du temps, non. Et c'est là où j'en viens à l'intelligence collective. Comme on voit que les organisations façonnent les comportements et les formes d'intelligence mobilisées, quand on parle d'intelligence collective, c'est la même chose. Elle façonne l'assemblage que ça va générer. Même secteur d'activité, on va dire la cosmétique. Prenez deux concurrents que je ne vais pas citer, vous allez sûrement les reconnaître. Un, parce qu'on le vaut bien, qui est hyper créatif et qui est super positionné sur le marketing. Le pouvoir dans l'organisation va déterminer le résultat de l'organisation. Le pouvoir est donné aux marketeurs. Donc dans cette boîte-là, vous allez avoir une capacité d'innovation assez puissante parce que, ou en tout cas de mise en scène de l'innovation parfois des autres, je ne sais pas, assez puissante parce que le pouvoir est donné à certains corps professionnels plutôt que d'autres. Un concurrent sera peut-être moins imaginatif, mais si le pouvoir est distribué à l'industrie, il sera plus compétitif en termes de prix. Donc vous voyez que au-delà de ce qu'on façonne en termes de comportement individuel, collectivement, il y a des distributions de pouvoir qui vont aussi infléchir les capacités collectives. Et alors surtout, en termes d'intelligence collective, vous l'avez dit tous les deux, ce que les sociologues observent, c'est la coopération. L'intelligence collective, c'est la coopération. Et selon les contextes que l'on va générer, on va pouvoir développer des aptitudes à la coopération plus ou moins fortes. Et une de ces conditions, c'est en effet, comme vous le dites, la confiance. Voilà. Donc j'étais très intéressée par ce que vous avez dit, parce que ça permet d'introduire beaucoup de choses sur le fait que les gens sont intelligents moyennement, mais toujours ils le sont, que lorsqu'ils se comportent comme ils le font, il y a toujours d'excellentes raisons, que donc haranguer les foules en disant développer telle forme d'intelligence, ça n'a pas beaucoup de sens si on ne crée pas les contextes en interne qui permettent de les libérer. Il faut avoir un regard un peu critique sur ce qu'on fait, nous, en tant que managers, dans les organisations et ce qu'on met en place comme dispositif, parce que bien souvent, le reproche que l'on fait à nos cadres et à nos collaborateurs, c'est nous-mêmes qui l'avons créé à partir des contextes que nous avons mis en place, voilà, et des incitations que nous développons. Voilà. Merci Hélène. Donc, la salle aussi dit merci.
Bien, bien, bien. Je voudrais, tu as évoqué tout à l'heure, Pierre, une question que je trouve intéressante, c'est celle du droit à l'erreur, qui est un sujet qui est récurrent dans le monde des entreprises, hein, ce fameux droit à l'erreur. Alors, qu'en est-il du droit à l'erreur à l'hôpital quand on sait les conséquences que pourrait avoir une erreur médicale? C'est un peu compliqué d'enchaîner avec ce que vous avez dit, c'est très intéressant. Ça m'a travaillé. L'erreur fait partie totalement intégrante de notre fonctionnement. Dès le début, dès la première année de médecine, on sait qu'on va faire des erreurs. Et on va tout faire pour ne pas les faire, ces erreurs. Mais il n'y a pas de médecin qui commence sa carrière en disant moi, j'aurai aucun problème dans ma carrière. C'est pas possible. Le fait de le savoir, c'est très important. L'erreur en médecine peut être fatale. C'est important de le savoir aussi. C'est pas une question... c'est pas un problème financier, c'est pas un problème où j'ai mal vendu un objet. Bon, on est sur la vie et la mort. C'est un peu comme un pilote. Mais je ne pense pas que les pilotes réfléchissent dans ce sens-là. Le pilote d'avion, il ne se dit pas « je vais faire une erreur et je vais m'écraser un jour ». Alors que le médecin, malheureusement, il sait. Pourquoi? Parce que... Il y pense. Comment? Il y pense. Il y pense tout le temps. Ça fait vraiment partie de son raisonnement quotidien. Pourquoi? Parce qu'on est dans une exploration d'une machine ou d'un organisme qu'on découvre tous les jours. On ne connaît pas les mécanismes, on ne sait pas, on sait même pas le tiers de comment ça marche, la composition du corps humain, le pourquoi, le comment. Donc on est dans une zone d'exploration et on ne sait pas ce qui nous attend. Et chaque individu, chaque corps, chaque cellule a sa particularité. On dit toujours, est-ce qu'on est irremplaçable? Est-ce qu'on est... Ben oui, on est unique et chaque cellule est unique. Il n'y en a pas une qui ressemble à l'autre. Et chaque cellule dans notre organisme a son histoire et a ses privilèges, a ses comportements particuliers qui peuvent sortir du commun. Voilà. Donc on est dans une zone d'exploration permanente et on ne peut maîtriser que ce que l'on connaît. Donc forcément, la part de l'inconnu est extrêmement présente. Voilà. Donc l'erreur, une fois qu'on sait ça, quand on a un problème, par exemple, je vais prendre un exemple concret, dans mon service des urgences, on reçoit à peu près 200-250 malades par jour, c'est beaucoup. Sur les 250, il y en a beaucoup qui viennent pour des petites conneries, voilà, des petites choses, mais on les voit, c'est pas le problème. Les éléments graves, ça représente à peu près 15, 20, 25% à peu près de notre activité. L'erreur n'est pas forcément uniquement dans la zone de gravité. L'erreur, elle peut être tout à fait dans l'autre zone qui est tout à fait simple. Voilà, j'arrive, bonjour, j'ai juste un petit peu mal à la tête, mais tout va bien, l'examen est normal, les constantes sont correctes, tout va bien, la tension, température, voilà, bon, on laisse, on attend, et puis on meurt. Voilà. Et ça, c'est tous les jours. Donc, pour éviter cette erreur, donc il faut que mon professionnel, enfin nos professionnels soient extrêmement bien formés et qu'ils essayent dans leur analyse de la situation qui est devant nous, de partir sur tous les diagnostics possibles. Et en fait, c'est ça qui nous sauve un peu dans notre pratique. C'est que même si je sais que la présentation paraît tout à fait simple, vraiment pas inquiétante, mais je vais aller jusqu'au bout et je vais aller balayer l'ensemble des situations les plus graves à partir de ce signe-là. Il a mal à la tête? Bon, l'examen est normal, ok, mais je vais d'abord éliminer l'hémorragie cérébrale. Je vais éliminer l'accident vasculaire, je vais éliminer l'épilepsie, je vais éliminer, voilà, un par un.
Et après, une fois que j'ai éliminé le maximum, la totalité des choses, des diagnostics graves et inquiétants qui vont jouer sur la vie du patient, c'est là où je vais me permettre de me dire, bon, bah, voilà, il a mal dormi, ou je sais pas, il a bu un peu de champagne la veille, ou voilà. Donc c'est important. Et donc, pour finir, une fois qu'on a l'erreur, la première chose à faire, et puisqu'on est dans le collectif, et c'est là où moi j'ai besoin de l'intelligence collective, c'est d'abord détacher l'erreur de l'individu. Alors évidemment, il a fait une erreur. Le médecin de mon équipe, il fait une erreur, bon, voilà. Donc, mais on va tout de suite faire une réunion. Pas tout de suite, quelques semaines plus tard. Dans l'immédiat, c'est toujours compliqué. Quelques semaines plus tard, on essaie de sortir l'erreur de l'individu et de la partager. C'est-à-dire que cette erreur-là, tu l'as faite, ok, mais c'est une erreur qui est due à nous tous. Et ça peut m'arriver à moi, comme à toi, comme à celui qui va venir demain. Donc pour l'éviter, on va se réunir autour de la table et on va décortiquer, on va analyser, on va prendre point par point tout ce qui s'est passé depuis le départ. Pourquoi on est tombé dans cette erreur? Et à partir du moment où on sort de la question de la stigmatisation de l'individu et du contexte très précis, pour avoir une vision beaucoup plus globale, générale, à partir de là, on partage et on prend des décisions et on améliore et on avance. Voilà. Bien, merci. Donc, c'est pas forcément la façon habituelle de gérer les erreurs dans les organisations. Je vais me tourner vers Valérie. C'est vrai qu'on a souvent vu plutôt chercher un coupable quand il y a une erreur, ce qui permet de stigmatiser le coupable et de faire porter la charge de l'erreur à une personne. Or, si on écoute bien ce que disait Hélène tout à l'heure, on voit que le comportement des individus ne sont pas en totale isolation de la règle, de la façon dont les gens fonctionnent, des attentes et on pourrait dire de tout ce qui accompagne et encourage certains comportements ou décourage certains comportements. Est-ce que cette question du droit à l'erreur, elle est présente chez Engie ? Absolument. Si ce n'était pas le cas en ce qui me concerne, ça fait longtemps que j'aurais démissionné. Ça fait 20 ans que je suis là, donc on est dans une culture qui est profondément ouverte. Sur ce sujet du droit à l'erreur et de la confiance, un petit exemple, mais qui illustre beaucoup de choses pour moi. On a une grande tradition chez nous, c'est les trophées de l'innovation annuels. Bon, ces trophées de l'innovation ne démentent pas de leur succès. Là, on vient de passer les derniers. On a 700 dossiers avec 6 équipes derrière qui viennent de partout, etc. Bon, il y a 3 ans, on a lancé également un prix de Best Fail d'Aldi. Donc vraiment un prix pour reconnaître la plus grande erreur et ce qu'on en a appris. Au début, on n'avait pas beaucoup de postulants. Et bien, cette année, on a pas mal de postulants parce qu'ils prennent en confiance d'année en année. Ils sont récompensés finalement pour avoir, oui, fait une erreur, mais avoir appris ensemble de l'erreur. Et du coup, ça a un rôle d'exemplarité pour les autres. Donc on le reconnaît officiellement. On a 7 prix sur 7, dont un qui est finalement le prix qui reconnaît ce droit à l'erreur et qui l'explique. Il est incarné, c'est une personne individuelle. C'est une équipe, enfin une personne, il y a toujours un responsable d'équipe, mais c'est un collectif. Ça donne confiance, ça diffuse de la confiance. Et c'est fait avec beaucoup de bienveillance et c'est comme ça qu'on progresse, c'est en apprenant et en observant. Sinon, l'être humain se serait arrêté là où il en était. Juste en écoutant, je me permets d'ouvrir la question parce que j'ai noté 2-3 petites choses en vous écoutant les uns les autres. Des compléments d'observation. Ce sujet finalement de permettre l'intelligence collective avec confiance et quelles que soient les personnes volontaires, internes ou externes, ça nous a permis aussi beaucoup de choses et de réaliser beaucoup de choses, c'est de repérer des talents différents. On a tous des systèmes dans les entreprises d'évaluation des talents pour demain avec un référentiel tout à fait bien établi. Il y a plein d'autres talents. Alors certains les appellent des talents atypiques. Bon, moi je ne pense pas qu'ils soient atypiques, ils sont différents. Et ces gens-là s'expriment très souvent dans des dispositifs tels que je les exprime, d'intelligence collective ouverte. Ils viennent avec leur communauté, ils se sentent en confiance et du coup ils expriment des choses incroyables, des idées auxquelles d'autres n'avaient absolument pas pensé et des embryons d'innovation qui sont majeurs. Donc ça nous permet de repérer des talents différents et de les ajouter dans les dispositifs, j'ai envie de dire, traditionnels de développement des talents avec la DRH. Donc c'est majeur pour eux, pour l'organisation, pour nous.
Donc je m'étais noté ce point que j'avais envie de partager, et un autre qui est de l'importance aussi de l'engagement des rôles modèles et de la transmission. Je pense qu'à partir du moment où on croit à ces entreprises ouvertes, à ces intelligences multiples et au pouvoir de ces intelligences multiples pour l'innovation, notamment sociétale, il faut aller le plaider dans les écoles. Nous, de plus en plus avec nos communautés, et d'ailleurs il y a une communauté qui est absolument dédiée à ça avec 300 personnes, parce que ça leur plaît, et on les laisse faire ça, de l'importance d'ailleurs de l'autorisation donnée par le CEO et par le DRH Group, c'est majeur aussi. On va dans les écoles, on va dans les collèges, dans tous les collèges, et on leur dit, vous êtes tous uniques, on a besoin de vous tous. On a besoin du technicien, on a besoin de l'ingénieur, on a besoin... Le diplôme est toujours important, évidemment, mais il s'efface petit à petit également au bénéfice des capacités entrepreneuriales de la personne, de la mission génialissime qu'il a menée à l'autre bout du monde et de ce qu'il a pu démontrer et apprendre. Et c'est une bonne nouvelle. Donc il faut s'impliquer dans les écoles, il faut aller dans les collèges, il faut donner confiance aux gens. Et je crois avant tout, en tout cas nous, c'est ce qu'on observe, c'est ce qu'on dit et c'est ce qu'on plaide avec l'université NJ, qui est vraiment un compagnon important pour moi dans ce sujet que nous expérimentons. C'est le respect, le respect, le respect. Il n'y a pas de confiance sans respect. Et également donner du temps au temps. On est souvent dans l'urgence. Pour des raisons différentes, il faut apprendre à nos managers qu'il faut donner du temps au temps, qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans le moyen terme et que le moyen terme est une source infinie de performances différentes, de performances émotionnelles et que finalement, toutes ces dimensions de QE sont aussi importantes que le QI, mais il faut se donner du temps. Voilà ce que je voulais partager aussi. Merci Valérie. Tu viens d'évoquer le mot de CEO. Alors, une question qui me vient à l'esprit pour Hélène. Est-ce que les gens qui dirigent au fond les organisations, puisque la question c'est l'intelligence au pouvoir, donc on a compris que le pouvoir était largement répandu, il n'y a pas ceux qui en ont et ceux qui n'en ont pas, mais malgré tout il y a ceux qui statutairement ont un pouvoir réel et sérieux sur la destinée, on va dire, de l'organisation, et le fait de ou non donner la possibilité à des personnes comme Valérie de créer des initiatives ou pas. Donc là, Isabelle Kocher est apparemment très engagée par rapport à ça, donc c'est important de le souligner. Finalement, ça se serait certainement peut-être pas fait si elle n'était pas aussi impliquée. On est toujours un peu corsaire, mais non, sans elle, ça se serait pas fait à ce point-là. C'est clairement déterminant. Donc il faut un engagement au départ. Alors ma question, c'est est-ce que dans le monde que l'on vit, ce monde de plus en plus mondialisé, à l'ère de la post-vérité, de la révolution digitale, etc., les intelligences qui sont au pouvoir, puisque tu parlais de ton expérience qui te permet d'avoir une certaine vision sur plusieurs années, est-ce que tu vois une intelligence au pouvoir en évolution dans les organisations, ou bien ce qui était vrai il y a 20 ans, ce que les sociologues disaient il y a 20 ans, c'est toujours vrai aujourd'hui? Je sais pas. J'ai l'impression... si. Non, enfin... J'aime bien ce début. Non, mais c'est l'as de la question compliquée. Voilà. Oui et non. Bon. Si, enfin... Il y a des... Le monde... Je te remercie pas pour la question. Le monde institutionnel évolue. Voilà. Les institutionnalistes diraient que nos dirigeants ont beaucoup changé, et c'est pas faux. C'est-à-dire qu'il y a des modes et des visions du monde qui évoluent, et franchement, moi, depuis que j'ai commencé à bosser, il y a eu pas mal de changements. Cela dit, c'est la couleur de la carte qui change, mais la carte, elle reste un peu la même. Nos dirigeants sont toujours à la fois extrêmement brillants et extrêmement bêtes. C'est provocateur, mais je suis frappée de constater à quel point, et je me mets dedans, hein, je vous rassure, j'ai pas un énorme melon, je me mets dedans, mais je suis frappée de constater à quel point on peut être à la fois très intelligent au sens de nos capacités conceptuelles. On peut être très intelligent au sens de Crozier, c'est-à-dire de nos capacités à nous adapter aux situations, et en même temps totalement stupide dans certaines situations, incapable de voir les choses telles qu'elles sont sous notre nez. En fait, voilà. Donc, on est à la fois intelligent et pas intelligent, et pourquoi ? Ça, c'est bizarre quand même, parce que quand on dit, les sociologues de l'organisation disent attention, les individus sont intelligents, donc ne postulez... Oui, mais Simon l'avait vu, c'est la rationalité limitée, c'est-à-dire qu'on est intelligent dans une certaine mesure, et il y a des biais qu'on connaît tous. Alors, le stress peut être un biais, hein, donc les émotions peuvent nous amener à faire de mauvais choix. Une situation de stress peut nous amener à faire de mauvais choix. L'information
comme le disait Simon, plus ou moins complètes, plus ou moins asymétriques. Les structures de pouvoir aussi, qui font que même si on voit la solution, de toute façon, on n'est pas en capacité de... Bon, il y a tous les éléments contextuels qui font qu'on est intelligent, mais jusqu'à un certain point. Et puis, il y a d'autres filtres, il y a d'autres biais dont on a moins conscience, qui sont un peu nos modèles mentaux. Donc, ce que les sociologues appellent les dimensions cognitives, en fait, de l'action, nos cadres cognitifs. En fait, on n'est pas trop conscient de ça, mais on est tous, et c'est pour ça que ta question est à la fois simple et compliquée, on est tous infusés de croyances qui vont pervertir, qui sont utiles, qui sont indispensables même, hein, de raisonnement automatique, de croyances, de, comment dirais-je, de lois universelles implicites sur le monde. Si je fais ça, alors. Donc, des formes d'heuristiques qui vont nous permettre d'être très rapides. Alors, c'est intéressant parce que tout à l'heure, justement, je vous emmenais avec moi en cours, je crois. Tout à l'heure, vous parliez d'incertitude. et ce que vous étiez en train d'expliquer, c'est que mal de tête, on va développer, on va faire des diagnostics en fait un peu rapides, et c'est le piège dans la médecine. Nous, dans notre monde quotidien, c'est moins grave. On n'a pas la vie et la mort entre nos mains. Et on est dans des situations professionnelles de stress. Donc, avec l'expérience, on a appris des choses. On a appris des choses qui nous ont des règles implicites sur le monde et sur l'efficacité. Exemple tout bête. On va regrouper les achats parce qu'on va faire des économies en termes de négociation, on sera plus puissant. Voilà. Donc les volumes achats, plus on a des volumes achats importants et plus les coûts d'achat seront bas. Ça, c'est la théorie, et il y a même des lois, hein, puisque il fut un temps où je travaillais sur ce genre de contrat. Donc il y a même des lois qui disent quand on double, on réduit de tant de %. Donc en achat, on connaît ces règles-là. C'est des heuristiques rapides, donc des automatismes, des croyances sur le monde. Oui, sauf que, et il se trouve que j'ai eu l'opportunité de le comparer, dans des organisations bureaucratiques et des organisations plus agiles et plus entrepreneuriales, eh bien, même volume achat, pas égal même économie d'achat. Et donc, il y a des économies d'échelle qui se produisent. Donc, la vérité n'est pas si simple que ça. Mais dans notre quotidien, on apprend des règles automatiques comme ça, des heuristiques. Et donc, on a tous des visions du monde qui sont celles-ci. Alors, c'est pratique parce que ça nous permet d'aller vite. Mais c'est aussi source de danger, et c'est ce que vous dites, vous. Vous dites, quand on a la vie et la mort des gens entre les mains, on ne peut pas se permettre d'aller trop vite dans nos diagnostics. Un mal de tête peut être une cause de décès, si on ne l'a pas pris trop au sérieux. Et les journaux adorent nous en relater, régulièrement, des histoires de ce genre-là. Et donc vous dites, il faut garder la capacité de doute. Eh bien, c'est ce qu'on voit en sociologie aussi. C'est-à-dire que l'école plutôt cognitive de la sociologie, donc les courants cognitifs montrent que autant c'est utile d'avoir des cadres cognitifs partagés qui nous permettent d'aller vite dans nos raisonnements, mais aussi de parler le même langage, autant à certains moments ça devient un danger. Un risque de ne pas voir un danger imminent et une source de conformisme aussi, et d'aveuglement. Alors le truc, c'est comment on fait. Et vous avez dit comment on fait. Vous l'avez dit, c'est rigolo comme tout. Vous avez dit deux ou trois choses. Vous avez dit d'abord, il faut garder le doute. Donc le conseil, plus on est intelligent, plus on est sûr de soi, malheureusement, surtout les postes de pouvoir. Hein, on gagne en arrogance et on perd peut-être en capacité à douter. Tu l'as dit d'ailleurs dans tes présentations initiales. Le doute est un facteur clé. Je viens de lire un bouquin que je vous conseille, d'Olivier Houdet. Lisez-le. Sur ce sujet-là, justement. Et sa théorie, qui n'est pas une théorie, ses observations sont de dire ce que nous, on appelle les cognitions automatiques, eux, ils appellent ça des heuristiques, les psychologues, des pensées rapides. Et puis, à côté de ça, il y a des algorithmes plus élaborés qui demandent une réflexion plus poussée, qui était la vision de Piaget. Et lui, il dit, il y a un système, un troisième système, qui est le doute. Donc, il faut remettre en question, toujours se questionner sur ses croyances. Et on n'a pas le temps de le faire tous les jours. Vous avez trouvé des solutions pour le faire. Vous avez trouvé des solutions, vous avez développé des sortes d'artefacts, des checklists, hein, un peu comme les pilotes, hein, qui ont des listes de contrôle, des checklists à suivre pour être sûr de n'avoir rien oublié. Et puis, il y a un autre truc, et là, vous êtes tombé pile dans mon dada, qui est génial, c'est le collectif. On sous-estime l'importance, vous l'avez dit aussi, de l'importance de se concerter, de prendre des décisions à plusieurs.
Il y a des tas d'études qui le montrent. Les décisions collégiales sont plus robustes que les décisions individuelles. Donc une façon aussi de contourner ces biais, c'est de prendre des décisions dans un collège d'acteurs et un collège diversifié, comme vous le dites. Il faut des gens différents parce que chacun va regarder une facette différente du problème. Et là, on arrive à des décisions plus robustes. Donc, à la question qui est de dire, est-ce que nos dirigeants ont évolué dans le temps ? Je dirais que oui, leurs modèles mentaux ont évolué, mais probablement pas leur type de rationalité, leur type de biais. Ils ont toujours les mêmes biais qui sont, je ne vais entendre que les signaux qui sont conformes à mes croyances. Donc, ou je ne vais regarder que les domaines qui me sont familiers, ce sont d'autres biais d'attention. Où je ne vais, je vais analyser une situation par rapport à des croyances initiales fausses. Par exemple, mutualisons nos plateformes, comme ça on sera plus efficace et plus rapide. Oui, non, ça marche pas tout le temps. Et souvent d'ailleurs, ça marche pas du tout. Voilà. Donc, nos dirigeants ont toujours les mêmes biais cognitifs et la grande difficulté, justement, c'est d'être capable d'introduire de la diversité dans les systèmes décisionnels, du temps, prendre le temps, le doute et de la collégialité. Voilà. Donc, voilà. En reprenant cette idée du doute, j'ai envie de poser une question à vous trois. C'est au fond, parce qu'on parle beaucoup d'intelligence collective, et si on voulait en douter un peu de cette intelligence collective, on pourrait peut-être poser la question, est-ce qu'on prend toujours des décisions plus intelligentes à plusieurs ? Est-ce que c'est... Je dis ça parce que j'ai fait un conseil syndical de mon immeuble il n'y a pas longtemps. Ça sent le Et, comment dire, j'ai quelques doutes. il y a des tas de choses intéressantes. Celui qui veut répondre, répond. Je ne sais pas si on prend des meilleures décisions à la fin. Je pense qu'il y a toujours le pouvoir du collectif et le pouvoir aussi à la fin d'un dirigeant ou de plusieurs dirigeants qui, en fonction de différents signaux, vont décider à partir du moment où, en plus, ils sont reconnus par le collectif. Donc, je pense qu'il faut un mélange des deux. En tout cas, en ouvrant un peu sur ce sujet du doute, moi, je veux rajouter à ce que disait ma voisine tout à l'heure des choses qui me semblent intéressantes. C'est vraiment cette nécessaire écoute des intelligences externes. Donc je pense qu'on parlait il y a quelques années beaucoup de planning stratégique dans les agences de pub. Cette fonction, j'ai envie de dire, de planning stratégique renouvelée, elle est vraiment indispensable. Moi, je sais que j'y œuvre beaucoup grâce à mes communautés et à leur communauté externe et le People Lab. C'est-à-dire, je crois qu'en tous les cas, prenez le changement par la main avant qu'il vous prenne à la gorge, c'est exactement vrai. Donc il y a un vrai devoir de notre part dans les fonctions dans lesquelles nous sommes, d'alerter sur ce qui se passe et sur ce qui va venir. De toute façon, le CEO en question ou toute l'organisation, les managers doivent s'adapter. Nous, dans notre secteur énergétique, regardez, en l'espace de combien ? 3 mois, il y a eu 25 000 étudiants qui ont signé le manifeste pour un réveil écologique. Ça nous impacte de plein fouet et c'est une bonne nouvelle. Nous, il y a quelques jeunes de l'entreprise qui ont lancé une communauté pour la sobriété énergétique dans laquelle ils veulent que tous les managers soient exemplaires sur tous ces sujets-là. En l'espace de moins de 15 jours, on a 600 signataires à l'intérieur de l'entreprise. Alors, positivement, qui ont envie de s'engager. Et donc, il faut être très à l'écoute de tous ces signaux faibles. Et puis, à notre petite mesure, il y a des choses faciles qu'on peut faire en captant ces intelligences multiples. Moi, je sais que j'ai lancé quelque chose en même temps que le People Lab qui, aujourd'hui, finalement marche très bien. C'est tout simplement de faire une petite newsletter, bête et méchante, de tout ce que nos communautés et ces intelligences multiples ont observé à l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe en biotechnologie? Qu'est-ce qui se passe en people? Qu'est-ce qui se passe en RH? Quels sont les influenceurs du moment? Quels sont les articles ou les livres qu'il fallait absolument lire? Et c'est vraiment en mode popcorn. C'est très varié là aussi sur les enseignements. Et bien finalement, alors bon, c'est peut-être un peu dommage, il y en a beaucoup qui n'ont pas le temps de lire. Et cette newsletter aujourd'hui, qui a été diffusée de façon un peu pirate au début, uniquement sur les personnes des communautés, à savoir 5 ou 6 000 personnes, mais aujourd'hui elle est la une de l'intranet et elle est super lue. Les gens ont besoin de se nourrir, il faut qu'on les abreuve pour faire changer justement certaines croyances ou rôles modèles de choses qu'on a appris il y a 10-20 ans, mais qui finalement ne sont pas la vérité demain. Voilà, donc je suis un peu sortie du sujet du doute, mais j'avais envie d'aller du côté de la curiosité, parce que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre, et c'est parfaitement bien résumé. Merci Valérie, merci beaucoup. Il est presque 10 heures, je me demande si la salle n'a pas quelques questions, et c'est important quand vous êtes levé tôt pour venir, donc je propose qu'on prenne quelques questions de la salle pour qu'on sente un petit peu les interrogations que ces premiers échanges ont pu susciter parmi vous. Alors, vous avez des appariteurs, micro, vous demandez.
Oui, bonjour, je suis Farida Drissi. Je voudrais juste, par rapport à ce que vous disiez, monsieur Éric Jean Garcia, vous disiez tout à l'heure que ici en France, en 2017, on a perdu un point par rapport au quotient intellectuel. J'ai lu ça. Hein, Voilà, vous avez lu ça. Et j'étais en train de me demander, est-ce qu'il n'y a pas une corrélation par rapport au fait que cet esprit du doute, cet esprit de critique, de mise en distance, est-ce qu'il n'y a pas une corrélation avec ce doute qui est quand même érodé par ce qu'on peut appeler la pensée unique, qui fonctionne un peu avec cette pensée unique, les grands médias, cette manière de toujours nous comme un rouleau compresseur. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une corrélation entre les deux? Parce que effectivement, cette idée de doute, moi, je suis très interpellée par ça, d'esprit critique qui est de plus en plus érodé. Merci beaucoup. Oh, c'est une question difficile, comme dirait Hélène. Je ne sais pas. Écoutez, la pensée unique, l'histoire du QI qui aurait baissé d'un point, ça reste comment dire, une donnée qui est liée à cette notion de QI. Et au fond, quand on écoute nos trois intervenants, on voit bien que cette notion de QI, elle est loin d'être l'alpha et l'oméga de la vie des organisations. Et qu'on aurait envie de dire, faut-il s'en inquiéter? Alors oui, pour ceux qui suivent les classements PISA et qui voient que la France perd des places dans ces classements PISA, mais sous réserve de regarder qu'est-ce que ces classements PISA mesurent exactement. Parce qu'au fond, on est dans un système, en tous les cas en France, sur le plan de l'éducation, qui est extrêmement bureaucratique, pyramidal. On a un curriculum national, tout le monde doit apprendre à peu près la même chose au même moment, au même âge, hein. Et les marges d'adaptation, c'est-à-dire tout ce qu'on sait sur l'adaptation et la relation entre l'intelligence et l'adaptation, au fond, des établissements, par rapport à la sociologie des endroits où ils se trouvent, est relativement mise de côté au profit d'un programme qui n'arrête pas de faire l'objet de nombreuses discussions, débats et même manifestations. Donc voilà. Mais est-ce que la pensée critique ou est-ce que le penser critiquement est en danger? Je ne suis pas sûr. Je ne serais pas si pessimiste par rapport à ça, au motif que Pierre rappelait tout à l'heure le temps que ça prenait d'aller dans une bibliothèque pour chercher une information. Alors c'est vrai que les Anglais disent Internet c'est quick and dirty, c'est-à-dire qu'on peut avoir très vite quelque chose de très sale, mais on peut aussi avoir quelque chose de très bien. Et on le voit dans cette école où les étudiants font un usage plutôt vertueux des possibilités qu'offrent les technologies. Évidemment, les technologies offrent aussi la possibilité de se radicaliser très vite. À ça, je vous renvoie à un ouvrage de Gérald Bronner qui s'appelle La démocratie des crédules, où il démontre et décrit la façon dont les radicalités sur Internet grossissent comme une boule de neige très rapidement. Dès lors qu'on a une idée un peu saugrenue, on va vite trouver des gens qui ont la même. Et que sur Internet, c'est très dur d'avoir des clics et des likes avec une idée nuancée. Il faut y aller avec des arguments forts, il faut frapper fort, n'est-ce pas? Donc, mais voilà, mais à l'arrivée, je ne suis pas sûr que la société soit, sur son aspect critique, en danger, compte tenu des grandes possibilités qu'on a, et puis des intelligences, on en a 3 ici représentées, des intelligences à l'œuvre dans les organisations. Bonjour, merci. Driss Aïda. Je voudrais poser une question après avoir dit un mot d'abord sur les compétences et les connaissances. Les systèmes éducatifs, et particulièrement le système éducatif français, privilégient bien évidemment, mettent l'accent sur les compétences au détriment des connaissances. Cela, justement, se cultive à travers les ambitions. On privilégie les ambitions au détriment des convictions. Les valeurs, les vertus, comme l'humilité, la sincérité, l'honnêteté, l'intégrité, se trouvent marginalisées au profit, bien évidemment, de l'arrogance et du super-ego. Je voudrais illustrer mes propos parce que vous avez dit tout à l'heure, Madame Hélène Beauvais, à travers l'exemple que vous avez donné dans cette boîte Renault, où ce Nord-Africain se trouve justement d'une certaine manière méprisé, d'autant plus qu'il maîtrise 5 langues. J'illustre aussi mes propos parce que vous avez dit, docteur, au sein de ce que j'appelle, moi, pas entreprise, mais l'organisation hospitalière. Il se trouve que j'ai enseigné justement le management hospitalier. On parle d'organisation, le terme entreprise ou le concept prête à confusion. Là, je finis en posant la question justement,
à travers la production des élites, à travers les écoles, ceci conduit justement à ce genre de tension et d'impasse. Est-ce qu'il n'est pas temps de cultiver d'autres valeurs, d'autres vertus, pour que cette intelligence collective donne des résultats beaucoup plus importants que le mépris et le non-respect de l'autre? Merci. Il faut que je réponde. Hélène et Pierre, vous êtes j'ai pas tout à fait compris la question de la compétence et de la connaissance. Parce que pour être un bon médecin, je suis obligé d'être compétent et d'avoir des connaissances très fortes. Donc les deux sont liés pour moi. Il n'y a pas de, c'est pas l'un ou l'autre. C'est pas l'un ou à la place de l'autre, mais voilà. Donc les deux sont indispensables. Après, on sort aussi d'une, on est issu d'une école d'élite entre guillemets. Hein, vous l'avez dit, et que dès le biberon, on est dans la compétition. Et dans l'individualisme poussé à l'extrême, parce que je veux prendre la place de l'autre dès la première année de médecine. Il y a même des films qui sortent sur l'ambiance en médecine, peut-être un jour sur l'ambiance en Sciences Po, mais la compétition fait partie intégrante de notre raisonnement, et pour moi c'est très important de garder cette compétition, même après. Et même si on est dans une concurrence, parce que je crois beaucoup au développement de l'intelligence aussi par la concurrence et la compétition. Moi, on a des règles de fonctionnement en médecine avec des recommandations, mais on a la liberté et c'est ouvert, donc d'inventer, d'aller plus loin, de pousser les barrières. Et pour moi, c'est fondamental. Alors, ça c'est la réponse sur la compétition et la connaissance. Et la deuxième chose sur développer les qualités humaines. De toute façon, on n'a pas le choix. Dès qu'on arrive, mais ça c'est l'entreprise hospitalière, hein, c'est que vous arrivez dans un système où de toute façon, votre aide-soignante, même si vous êtes supérieur, vous avez fait 25 ans d'études par rapport à elle, l'aide-soignante, elle a des informations cruciales, très importantes. Et si vous ne parlez pas avec elle, vous allez mal soigner votre malade. Donc on est obligé de travailler avec toutes les classes, toutes les professions, même le cuisinier qui va arriver avec son chariot de plateau repas, parce que dans ce qu'il donne à manger, il faut un certain nombre de critères, de nutritifs, et donc le dialogue, il est permanent. Moi, je ne peux pas travailler dans mon système, je suis dans mon coin, je donne des ordres, et après, je suis au-dessus. Et je ne vous le redirai pas deux fois. Ça ne marche pas. C'est impossible. Donc ce collectif et le côté humain, il est depuis le début. Dès que vous rentrez, vous franchissez la porte, quoi. C'est pas possible. Il est consubstantiel. Alors après, dans les entreprises, je sais pas. Ça, c'est ce que vous avez décrit, c'est génial parce que vous développez aussi quelque chose qui peut-être cette fois-ci n'est pas naturel, mais l'hôpital, c'est quand même un minimum naturel. Enfin, sinon, on ne va pas à l'hôpital. Mais d'ailleurs, c'est ta présence ici. Hein, il y a des métaphores intéressantes à voir entre l'hôpital et l'entreprise, au motif qu'à l'hôpital, il y a des enjeux effectivement de vie et de mort qu'il n'y a pas à l'entreprise. Mais c'est très intéressant de voir justement comment ces enjeux sont traités et en quoi l'entreprise peut s'en inspirer. Le management s'est beaucoup développé dans des paradigmes très créatifs et très éloignés de la rigueur des protocoles que l'on trouve à l'hôpital. Mais Valérie va dire un mot suite à la question de monsieur. Peut-être en complément ou en rebond de votre question, j'ai envie de dire deux choses. Qu'est-ce qu'on attend pour faire changer les choses ? On n'attend pas. Il y a des gens comme moi, plein, on essaye de faire bouger les choses et on y arrive petit à petit, on démontre que ça marche et on n'est pas seul. On a du coup des milliers de personnes derrière nous qui nous disent ça m'apporte quelque chose. Donc je pense qu'il y a des gens qui sont en route et ça c'est une bonne nouvelle. Ça c'est le premier élément de réponse que je voulais partager avec vous. Et le deuxième, je suis fondamentalement optimiste par nature. Je crois que l'époque qui est là et l'époque qui arrive, elle est également fabuleuse pour tout le monde. Et vraiment pour tout le monde. Moi, j'ai coutume de dire, par exemple, on est dans une ère où on parle tout le temps d'intelligence artificielle, de big data, de geek, etc. Fabuleux. Mais moi, je dis souvent, plus il y a de la tech,
au sens que je viens de dire, intelligence artificielle, plus il faut de la tech au sens manuel, au sens métier de la main, etc. Parce que pour l'instant, l'intelligence artificielle, elle ne va surtout pas hacker la créativité, les métiers de la main, tout ce qu'on sait faire dans d'autres domaines aussi. Et ça, c'est vraiment un message qu'on doit porter, notamment en France. Plus il y a de la tech, plus il y a de la tech. Ça fera des emplois pour tout le monde, ça fera un monde plus équilibré, et avec ces deux entités qui doivent dialoguer, cohabiter. Et de la même façon, finalement, qu'il y a des écoles très digitales, alors de type 42 qui se créent. Moi, je rêve qu'en France, on crée une plateforme, alors vous l'appelez l'école 43 ou ce que vous voulez, qui va agglomérer tous les savoir-faire et les métiers de la main qui font aussi la lumière de la France et que le monde entier nous arrache. Voilà, donc je crois qu'il y a des opportunités à saisir et que c'est la force du collectif à un moment de dire « Ok, on y va ». Voilà. Merci Valérie. Alors, une autre question ? Oui, bonjour. Myriam Adjeli-Goujon, je suis médecin, neuroradiologue et chercheur. J'avais une petite remarque, mais pour appuyer mes propos, je vais commencer par une question. Alors, une batte de baseball et une balle coûtent 1,10 €. La batte coûte 1 € de plus que la balle. Combien coûte la balle? Alors, voilà, alors j'ai entendu du 10 centimes. Alors ça, c'est hyper intéressant parce que c'est sur la notion de doute et on travaille notamment là-dessus. Parce qu'on a envie de répondre 10 centimes, parce qu'on se dit 1 € plus 10 centimes, ça fait 1,10 €, je suis dans le juste, c'est l'intuition. Mais le doute, c'est de se dire, est-ce que je suis dans le juste vraiment? En fait, si c'est 1 € de plus, si je dis 10 centimes, ça fait 10 centimes plus 1 €, donc je suis à 1,20 €. Ah non, en fait, c'est 5 centimes. Et ça, c'est ce qu'on appelle le contrôle inhibiteur. Et le contrôle inhibiteur, c'est très drôle. Ça existe à partir de l'âge de 5 ans. Alors, je ne sais pas si vous avez essayé, moi j'ai essayé sur mes garçons. Vous mettez 2 fraises Tagada devant eux. Ils avaient à l'époque 5 ans et 3 ans. Et vous leur dites, bon, je sors de la pièce. Quand je reviens, si tu n'as pas mangé les 2 fraises Tagada, je t'en donne 4. Est-ce que tu as compris? Le petit de 2 ans disait, oui, j'ai compris. Je dis, tu es sûr, hein, fais attention. Quand je reviens, je t'en donne plus. Et je claque la porte, et là, je filmais en même temps, il les mange tout de suite. Pas de contrôle inhibiteur. L'intuition. J'ai tellement envie de ces fraises Tagada que je vais les manger. J'ai tellement envie de répondre 10 centimes que je ne vois pas pourquoi je me remettrais en doute. Et ça arrive avec les apprentissages. Et ça, justement, ça joue aussi sur le fait de prendre correctement des décisions. Il y a des batteries de tests qui peuvent nous aider à utiliser le contrôle inhibiteur pour en fait se poser des questions. Donc c'est pas inintéressant de se dire que si on est dans un monde où on va valoriser l'intuition, on va un petit peu moins douter, peut-être qu'on va répondre plus rapidement, mais pas forcément plus juste. Donc ça, c'était un petit retour sur l'idée du QI et voilà. Et ma deuxième, ma vraie question, c'est comment est-ce qu'on gère conservatisme? Parce qu'il y a quand même des milieux très conservateurs, dont le milieu médical. Et qu'est-ce que c'est difficile d'évoluer, même quand on a énormément d'envie. Comment est-ce qu'on gère conservatisme et adaptation? Et comment est-ce qu'on va dans une structure, comment on trouve sa place quand une structure, justement, n'est pas forcément extrêmement ouverte à des profils différents? Voilà. Ok, merci. Qui veut répondre sans fraises Tagada à l'arrivée? Non, mais je vais répondre à ma collègue, hein, parce qu'on est confrères. La question du conservatisme me touche particulièrement, puisque je suis dans les hautes instances et effectivement, il y a beaucoup de résistance. Il y a de la résistance, mais ça évolue quand même. Et ça évolue à une vitesse incroyable, puisque l'hôpital qu'on a connu il y a 20 ans n'est pas celui d'aujourd'hui. Et celui de demain, il sera vraiment totalement différent aussi. Donc, je pense que le conservatisme vient aussi de nos connaissances qui sont très très solides. On a passé quand même une quinzaine d'années à les acquérir. Ce qui est très très difficile pour la majorité des professionnels de terrain, c'est plutôt tout ce qui vient de là-haut. Ça vient de là-haut, ça vient du ministère, ça vient de l'État qui décide que, voilà, à partir de maintenant, c'est comme ça qu'il faut faire. Or, nous, on sait ce qu'il faut faire. Et on est persuadé que ce qu'on fait, c'est meilleur que ce qui est imposé, ce qui nous est imposé. Je pense que ça, c'est un élément majeur.
puisque je suis de l'autre côté aussi, hein, de la face obscure. Hein, donc, je suis avec les grands responsables politiques et je travaille avec eux notamment sur le management médical. Donc, c'est effectivement une question très complexe, mais c'est comment arriver peut-être à prendre notre place, nous médecins, parce que pour l'instant, on ne l'a pas cette place. On est numéro 2 au niveau de l'hôpital, mais sans aucun pouvoir. C'est juste du prestige. Hein. Moi, je suis en train de travailler pour faire évoluer, et grâce à vous, hein, Sciences Po, il y a une formation managériale proposée aux médecins que j'ai eu aussi le plaisir de faire il y a 3 ans à peu près. Donc c'est à partir de formations de ce type-là, d'ouverture de la médecine à d'autres écoles prestigieuses, pour pouvoir acquérir des connaissances et pour pouvoir aussi monter en grade et occuper des postes importants, pour pouvoir parler aussi à nos collègues médecins et les faire rentrer dans le jeu décisionnaire et le jeu du pouvoir, que nous n'avons pas. On a le pouvoir médical, mais nous n'avons pas le pouvoir décisionnaire sur la politique générale de santé. Et là, il y a un énorme problème, même si notre ministre, que vraiment j'apprécie beaucoup, est médecin, mais voilà, c'est complexe. C'est complexe. Et donc, il faut qu'on travaille, nous, qu'on professionnalise aussi le métier du médecin manager, et donc arriver peut-être demain à des postes de directeurs médicaux qui vont travailler main dans la main avec les directeurs administratifs, entre guillemets, mais avec de vraies formations diplômantes et de vraies connaissances. Il y a un vrai titre, parce que, puisque vous êtes médecin, vous savez très bien que nous avons un système assez particulier, puisque moi je suis praticien hospitalier, donc un médecin hospitalier au départ. Je suis devenu chef de service, mais j'ai gardé quand même le poste de praticien hospitalier. Je deviens chef de pôle, donc à plusieurs services, et je garde les 2 autres postes. Je deviens président de tous les médecins de l'hôpital, mais je garde tout le reste. Président régional et puis national et tout ce que vous voulez, et je garde tout le reste. Et la base me rappelle tout le temps que demain, tu es de garde. Et il faut que tu fasses ta garde. Donc aucun chef d'entreprise, et même le directeur dans mon hôpital, il n'est pas... le directeur des soins, par exemple, celui qui gère tous les paramédicaux de l'hôpital, ne fait pas l'infirmier le matin, et l'après-midi, il est directeur des soins. Alors que nous, ça c'est un petit peu notre force, mais aussi notre faiblesse. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, c'est très intéressant. Est-ce que quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose? Oui, peut-être deux petits commentaires côté entreprise, la mienne en tous les cas. Moi, je crois que la recette pour essayer d'avancer, de toute façon, rien n'est blanc ou noir. Il y aura toujours du conservatisme et des gens différents. Est-ce que c'est de la nouveauté? Je ne sais pas. Donc nous, ce qu'on applique, c'est vraiment le groupé pénétrant du rugby. On prend les 20% qui veulent avancer et puis en circulaire, petit à petit, on essaye d'être contagieux. Ça marche, il faut de l'endurance, il faut beaucoup d'endurance. Première chose. Et deuxième chose, parfois on arrive à faire basculer en travaillant justement sur ce sujet des soft skills. Moi j'ai un exemple qui m'est venu en vous écoutant, vraiment qui m'a marqué. On travaillait sur le sujet du télétravail il y a quelques années, et il y a un des directeurs qui pourtant aurait dû vraiment être dans la promotion de la chose, qui me dit non, et puis je télétravaillerai pas, et puis je vais pas l'incarner, etc. Quelqu'un en plus qui était au RH, c'est embêtant. Et finalement, à force de creuser, c'est parce qu'il estimait que dans son rôle, il ne pouvait pas télétravailler. Par contre, quand on creusait, dans ses aspérités personnelles en tant que papa, il avait vraiment, vraiment envie de travailler. Et finalement, en travaillant le sujet des soft skills, de la libération personnelle, de la confiance, finalement, il a fini par télétravailler, il est super heureux, et par effet domino, ça a fait beaucoup de choses. Mais c'est par les soft skills et pas par le rôle. Voilà, donc c'est des petits tips. Merci. Est-ce qu'il y a encore... il nous reste 14 minutes, si on veut respecter le timing. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis le 2e radiologue de l'étape. J'ai travaillé, je fais beaucoup de choses, j'ai dirigé des groupes de cliniques, j'ai travaillé dans des entreprises hors santé, je fais de la radiologie depuis maintenant longtemps, et je reviens à l'hôpital depuis 2 ans, à Valenciennes, qui est un hôpital un peu particulier, puisque à Valenciennes, il y a une délégation au chef de pôle, qui est une délégation réelle de tous les pouvoirs, c'est-à-dire RH, financiers, etc. Donc moi, je peux signer, par exemple, un chèque de 75 000 € sans demander à personne, à condition que mon bilan d'exploitation soit à l'équilibre, et s'il n'est pas, à moi de faire l'effort pour qu'il le redevienne. Donc ça laisse une certaine marge, et ça existe. Ça fait 10 ans que ça existe, Valenciennes. Et ça ne s'est pas reproduit. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun autre hôpital qui s'est dit, tiens, c'est intéressant,
voilà des médecins qui s'intéressent à la gestion, qui sont formés à la gestion, qui parlent d'argent assez facilement. Tout le monde parle d'argent à Valenciennes, il n'y a pas de problème. L'aide-soignant, le cadre, etc. Enfin, l'argent n'est plus jamais tabou, puisque on est excédentaire, qu'on fait du soin et qu'on investit. On est l'établissement support de 12 établissements, 800 000 habitants, dans un territoire qui, comme son nom l'indique, n'est pas favorisé du point de vue de la précarité et de la santé. Donc ça, c'est une petite introduction. Les innovations, elles existent déjà, elles ont été faites, elles ont prouvé que ça marche, et pourtant, ça ne se développe pas. Et à l'école de Rennes, on ne connaît pas, on ne sait pas, même quand on a l'information. Ça, c'est quand même très intéressant. Et comme vous le rappeliez, les gens de l'école de Rennes, ils viennent souvent de Sciences Po avant. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est les questions sur ce que vous avez soulevé comme idée, qui est de s'adapter au contexte et de voir quelle est la rationalité des acteurs. Moi ça m'intéresse énormément, parce que ce que j'observe aujourd'hui, on m'a confié des missions, et une de mes missions, c'est d'être référent innovation pour l'ensemble de ce territoire. Ce territoire, c'est 12 500 salariés, 12 établissements, 1 milliard de chiffre d'affaires. Et ça fait fonctionner évidemment le territoire en grande partie. Donc, je m'occupe de l'innovation et j'observe une chose, c'est que dans les innovations, il y a la technologie, donc on vient d'installer des plateformes d'IA au quotidien. C'est-à-dire qu'à force de faire des PowerPoint et d'écrire dans les journaux, on s'est dit que le mieux c'était de le faire tous les jours. Et donc on le fait, et on a développé, j'en ai parlé hier dans un salon. Toute la partie technologique se développe, et elle se développe relativement normalement, puisque comme on est excédentaire, évidemment, on peut se payer des investissements. Mais parallèlement à ça, et c'est ma question, moi je trouve qu'il y a... j'aime bien le mot client, moi, quand je parle de médecine, parce que étymologiquement, le mot client, ça veut dire celui que l'on protège. Et contrairement à ce qu'on imagine, on le protège pourquoi? Parce qu'il nous doit de l'argent et qu'on a intérêt à ce qu'il soit vivant pour pouvoir nous payer. Ça, c'est très intéressant, parce que c'est ça la santé des entreprises. Et donc, le client change. Et ça, ce que vous avez très bien dit tout à l'heure, il est informé, il est plutôt même formé maintenant, en plus d'être informé, et donc il met le doigt sur quelque chose qui est fondamental dans les élites, c'est est-ce que je détiens quelque chose que l'autre ne détient pas et que je suis le seul à pouvoir utiliser, le savoir. Dans ce cas-là, c'est fini. L'intelligence artificielle est en train de dire que pour beaucoup d'éléments de connaissance, on n'a plus besoin de savoir et d'aller longtemps à l'école, c'est-à-dire peut-être les études de médecine demain, c'est 6 ans, et pas 12 ans ou 15 ans. Et donc on voit bien que là, il y a un changement de contexte qui est très rapide, qui vient de l'extérieur, et qui vient percuter complètement un système qui semblait stable. Je finis en disant que moi j'ai un directeur un peu atypique, on pourrait le citer comme atypique, parce que du coup il n'a pas fait l'école de Rennes, il est passé par ailleurs pour devenir directeur et il se sent un petit peu libre de ses décisions. Une dernière remarque sur la santé, puisqu'on a beaucoup parlé de la vie et de la mort, on n'a pas parlé beaucoup de la maladie. Bon, d'abord à l'hôpital, quand on y va, en général on ressort plutôt vivant, hein. On parle beaucoup de mort, mais quand même le plus souvent on est vivant en sortant. Mais par contre, ce qu'on n'a pas dit, c'est que dans les entreprises, même quand elles sont intelligentes, même quand elles ont des soft skills, même quand elles ont des super dynamiques où le capital humain est le capital principal de l'entreprise, on s'aperçoit qu'il y a plus d'arrêts de maladie, il y a plus de maladies du travail, et qu'on a quand même un problème à résoudre, c'est que, on parlait des managers tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe dans la tête des managers dont les concepts changent et dont les résultats humains sont au moins identiques, si ce n'est pire. Bien. Alors, vous avez décelé une question dans... C'est l'innovation. La question, c'est quels sont les éléments d'adaptation au contexte et quelle est, selon vous, la rationalité des acteurs qui est en œuvre, précisément, aujourd'hui? Alors, ça dépend quel contexte. Donc, le contexte hospitalier, c'est ça? C'est ça?
Bah écoutez, moi je suis pas une experte du monde hospitalier, donc je voudrais quand même pas dire de bêtises. Oui, je suis un peu gênée par votre question, elle est très générale en fait. Si on parle d'innovation, bon, mais... Bah, je sais pas, vous pouvez préciser votre question ? Non, j'avais bien une question. Vous disiez tout à l'heure, en fait, les acteurs s'adaptent au contexte. Oui. Donc, finalement, de l'extérieur, et peut-être que c'est ça la vraie expertise, c'est de regarder de l'extérieur de temps en temps. Selon vous, quels sont les contextes de l'hôpital, même si vous ne connaissez pas précisément, qui sont en mouvement aujourd'hui et qui demandent l'adaptation? Eh ben, vous me donnez l'opportunité de préciser des points de méthode, c'est intéressant, parce que c'est vrai que des généralités peuvent être mal comprises. Le contexte, c'est une notion éminemment concrète. Donc, il faut en avoir il faut s'imprégner. C'est difficile d'avoir une vision extérieure du contexte interne. Donc, en sociologie, ce qu'on fait pour pouvoir répondre à des questions aussi compliquées que ça, c'est on s'imprègne de la situation réelle dans laquelle sont plongés les acteurs. Donc, on en a un regard interne. On les interviewe en fait. On les fait parler sur leur réalité. C'est pour ça, quand je vous dis je connais pas bien l'hôpital, c'est parce que on peut pas déterminer le contexte de l'extérieur sans avoir un minimum d'empathie et s'être mis un minimum à la place de celui qui le vit. Moi, je peux projeter. C'est un peu le problème. On peut projeter sa vision du monde. Donc je pourrais projeter ce que j'imagine de l'hôpital, hein, mais je ne suis pas sûre que ça corresponde à la réalité. Donc un conseil, si vous avez ce réflexe qui est de vous dire, comprendre la rationalité de l'acteur par rapport à son contexte, la règle d'or, c'est justement ça, c'est d'éviter ce que je n'ai pas voulu faire. C'est d'éviter de projeter vos propres croyances. Et donc c'est extrêmement important d'avoir une paire d'oreilles comme ça, d'être très à l'écoute et de faire parler les gens sur ce qu'ils vivent. C'est quoi leur réalité du quotidien? Qu'est-ce qu'on attend d'eux? C'est quoi leur job? Qu'est-ce qui leur prend du temps? C'est quoi les difficultés auxquelles ils sont confrontés? Comment ils arrivent à les résoudre? Comment ils interagissent avec leur environnement? Une fois que je vous ai dit ça, vous comprenez que je ne peux pas répondre à votre question sans le connaître. Parce que le contexte, c'est expérientiel. Et l'expérience... On ne peut pas la vivre à la place des autres, mais on peut au moins essayer de la comprendre en les faisant s'exprimer assez largement sur leur réalité du quotidien. Voilà. C'est très frustrant pour ceux qui veulent des réponses tout de suite et très générales, mais c'est très efficace pour ceux qui prennent le temps de faire un diagnostic réel et sérieux. En fait, ce que je viens de vous dire, c'est exactement ça, c'est qu'il n'y a pas une situation similaire à une autre, et je ne serais pas éthique si je vous donnais une réponse générale à une question que je ne connais pas de l'intérieur suffisamment bien, quoi. Voilà, donc il y a des règles d'éthique en sociologie. Et l'éthique, c'est justement de laisser la parole aux acteurs qui vivent et de partir de leur expérience pour reconstruire une analyse, un diagnostic. Et là, j'aurais pu vous dire, dans ce cas-là. D'ailleurs, Crozier, dont on parlait, qui est un des pères fondateurs, ou le père fondateur de la sociologie des organisations, a écrit un livre dont le titre est explicite, « À l'écoute de l'entreprise ». Alors, on a encore une petite question. Je vois des mains qui se lèvent au fond. Oui, bonjour. Donc, Étienne Lecoeur, je suis consultant en transformation digitale au sein de Double Slash. Merci pour ce débat. J'ai une petite question peut-être pour Madame Godard. On a beaucoup parlé d'intelligence individuelle, d'intelligence collective. C'est très intéressant. Vous avez évoqué la notion d'intelligence artificielle. Je pense qu'on en a un peu moins parlé aujourd'hui. Pour autant, il me semble que c'est un sujet assez important dans les évolutions des interactions humaines en entreprise. Je pense par exemple à des entretiens d'embauche qui se font de manière dématérialisée de plus en plus. Je pense à des évaluations, pareil, qui peuvent se faire sous des méthodes très digitales, donc qui mettent de la distance entre les individus, ou bien même au quotidien des plateformes collaboratives de travail, Workplace, Slack, qui là aussi modifient les comportements humains en entreprise. Et compte tenu du sujet de la réunion d'aujourd'hui, ça me semblait important de souligner ce point. Finalement, quel regard vous portez-vous, madame, puisque vous êtes vraiment sur ces sujets, quel regard portez-vous sur l'introduction progressive, massive et irréversible de l'intelligence artificielle ou du machine learning en entreprise, et quels sont les impacts que vous pouvez envisager pour le futur du travail? Je ne vais pas répondre sur le sujet technique de la chose, parce qu'on avance tous au rythme où on peut. Ce qui est sûr, c'est qu'on a observé des choses. La première, c'est que c'est bien de donner d'abord la parole à l'humain sur ces sujets-là,
typiquement dans nos fameux People Lab qui designent le monde de demain, le troisième sujet que les gens ont voulu partager, et là on a eu 150 personnes, de l'interne, de l'externe, très variées, c'était qu'est-ce que c'est qu'une intelligence artificielle éthique et utile. Donc on a mis le sujet en débat, on a eu vraiment beaucoup de gens, des communautés digitales, mais d'autres communautés, on a eu les techniciens, les femmes, les jeunes, enfin toutes ces communautés qui sont venues en physique pour partager là-dessus, y bosser, écouter des experts pendant une journée et plus si affinité. Donc d'abord, il faut en parler pour essayer d'inventer la suite qui va avec. La deuxième chose, je pense que le physique ne remplacera... Enfin, pardon, le physique est complémentaire et indispensable au digital. C'est bien pour ça que nous, quand on lance des consultations prospectives massives, etc., et le digital nous y aide, on maintient et on maintiendra ces rencontres physiques de design pour demain, donc c'est People Lab, où on a d'autres dispositifs qui s'appellent les sémaphores ou les formations physiques. Donc on va faire du digital sur certains sujets, mais on garde le physique parce que les deux sont vraiment complémentaires et indispensables. Donc je pense qu'il faut savoir garder les deux. Et pour le reste, ça correspond parfois à des usages différents. Moi, je parlais tout à l'heure d'une quinzaine de communautés, une dizaine avec lesquelles on bosse beaucoup, notamment en physique. Mais si vous allez dans les réseaux sociaux, par exemple, d'entreprises, en fait, on a 280 communautés, mais qui sont plus des communautés digitales de travail. Donc il faut regarder quel est l'usage derrière. Et puis enfin, sur les sujets de recrutement, bien entendu, on a de plus en plus de plateformes massives pour déposer des CV ou envoyer des vidéos, etc. Mais nous, on discute énormément avec nos recruteurs et on continue à avoir une part de recrutement qui reste hyper physique et hyper en lien. Donc vraiment, ça va nous soulager de beaucoup de choses. On va pouvoir, j'espère, se concentrer sur plus de tâches humaines, d'échanges, d'apprentissage, etc. Et il ne faut pas passer de l'un à l'autre. Encore une fois, rien n'est blanc ou noir, et je pense que les deux, on est toujours dans ce yin et yang, sont indispensables. Voilà, enfin, c'est ma conviction et c'est celle qu'on partage dans nos communautés chez Engie. Merci, merci. Régis Debray disait « La quincaillerie ne doit pas déterminer le programme ». Je pense que c'est une phrase à méditer. L'intelligence artificielle est là au service de l'humain et pas l'inverse. Et il faut être vigilant probablement sur ce point. Une ultime question, et pour respecter le timing que l'on s'était donné. Merci de me permettre de poser la question. Je suis le docteur Marie Bouguenou, je suis médecin réanimateur en chirurgie cardiaque, cœur artificiel, transplantation. Donc la technologie, elle nous a bercés, emmenés, propulsés au service de l'humanité. Ma question est juste la suivante. Quelle est votre gestion ou les conduites pratiques que vous avez par rapport au haut potentiel? Actuellement, on entend parler de plus en plus des populations à haut potentiel. Comment elles sont intégrées dans vos entreprises? En médecine, on n'en parle pas du tout. Je vis une situation qui m'a ouvert dans ce monde-là, aux États-Unis, en Europe et dans tout le milieu technologique. C'est pour ça que je viens souvent ici. J'apprends énormément de choses, mais nous, dans notre milieu médical, c'est quelque chose qui n'existe quasiment pas comme ça. Alors comment vous gérez, comment vous implémentez et comment vous arrivez à tirer profit de cette population de très haut HPI ou HPI et qui est extrêmement utile? Que Valérie va... Alors je pourrais tenir 3 heures là-dessus, donc ça ne va pas le faire parce qu'il reste 3 minutes. Mais en substance, simplement pour vous dire qu'évidemment, dans notre entreprise, comme beaucoup d'autres entreprises, d'ailleurs, quelle que soit la taille, on a ces populations de futurs managers, appelons-les comme ça, qu'on détermine vraiment au travers de plusieurs critères, dont 4 behaviors qui sont plutôt des soft skills aussi, qu'on va avoir derrière et qu'on a définis en collectif, qu'on soit futur talent ou pas. C'est l'organisation qui a déterminé les behaviors, comme on dit, qui sont importantes pour nous. En l'occurrence, on cherche des gens qui sont ouverts. C'est les 4 qui sont déterminantes pour être dans les hauts potentiels. Alors, caring en anglais, mais en tout cas vraiment cette capacité d'empathie, de bienveillance. Demanding, puisqu'il faut aller au bout des choses. Et puis bold, il faut être un peu audacieux dans ce monde-là. Donc voilà nos 4 compétences majeures sur lesquelles on va chercher des potentiels augmentés, on va dire, et on va chercher à ce qu'ils soient tant imaginatifs que constructifs. C'est un peu les critères très très résumés. Et donc à partir de là, les managers, les DRH et le collectif essayent d'isoler des gens qui sont, comment dirais-je, à effet d'entraînement pour les autres. C'est pas individuel, mais c'est à effet d'entraînement pour les autres pour que le collectif progresse. Mais encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a cette définition, cette politique qui est connue. Vous savez d'ailleurs si vous en êtes ou si vous n'en êtes pas, c'est transparent. Et vous pouvez y rentrer et en sortir, hein, donc il n'y a rien d'acquis. Mais par contre, ces dispositifs parallèles, transversaux d'intelligence collective, de design du futur, permettent
en plus de repérer des talents qui peuvent rentrer dans ces cases-là et qui n'avaient pas été forcément en première vue déterminés par leur manager direct, on va dire. Et donc une grande complémentarité entre moi, mes équipes et la direction des ressources humaines pour intégrer des nouveaux potentiels qui viendraient d'une observation plus transversale. Donc voilà, pour vous dire en substance, après évidemment il y a des programmes de formation avec l'université. En fait on met les gens en situation de plus en plus, il y a apprendre, mais être en situation, être observé, surtout sur des sujets là aussi d'impact sociétal et de transformation accélérée pour le collectif. Mais encore une fois, vraiment ça pourrait durer longtemps, donc j'essaye d'être très synthétique. Ok. Ok. Eh bien, il ne reste plus qu'à remercier nos 3 invités, remercier la salle, ces questions. Et vous souhaitez à tous une excellente journée. Merci d'être venus jusqu'ici et merci à ceux qui ont suivi en live stream. Ah ouais, vraiment, on a pris plaisir. Enfin, moi j'ai pris plaisir à le faire. Ah ouais, bah oui, c'est hybride en fait. Et donc l'hybridation. Et on se fait un selfie, les amis. On le fait à la mode.